Donc, ce soir, on a mis en débat, ou en dialogue plutôt, Haroun Bouazi, qui est coprésident de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, qui est arrivé au Québec au début des années 2000, en fait, et qui a reçu un prix du 40e anniversaire, en tout cas un prix de la Commission des droits de la personne sur le 40e anniversaire de la Charte des droits et libertés. Là, je me souviens, le prix droits et libertés, je pense que ça s'appelle comme ça. Récemment, donc, c'est quelqu'un qui intervient beaucoup dans les écoles et bon, qui est très connu, qui est beaucoup dans l'espace public ces jours-ci. Donc, Haroun, Émilie, Nicolas, qui est doctorante, mais aussi qui est présidente de Québec Inclusif, un organisme que vous avez sûrement vu, notamment lors du débat, qui a démarré en fait ses activités lors du débat sur la Charte des valeurs québécoises en 2003-2004, et qui est toujours un organisme très actif et qui récemment a fait circuler une demande par pétition, mais une demande pour une commission d'enquête publique sur le racisme systémique au Québec. Peut-être que ça fera partie aussi de la discussion. Akosh Verbossi, qui est en fait un enfant de la loi 101 plutôt, mais qui est arrivé assez en bas âge au Québec, dans les écoles québécoises, et qui vient de sortir un livre assez rigolo qui s'appelle Rhapsodie québécoise, dont on a parlé tout à l'heure, et donc qui a un parcours qui est devenu souverainiste avec le temps et qui a un parcours de commissaire scolaire, qui a été impliqué aussi dans un cabinet, si je ne m'abuse, au ministère de l'Immigration, c'est ça? Et évidemment, bon, Georges Leroux, que vous connaissez tous et toutes parce que vous l'avez entendu ce matin, donc qui est professeur émérite de philosophie à l'UQAM et qui vient de sortir un livre, Différence et liberté, c'est ça, qui a été présenté tout à l'heure aussi. Et donc, il va animer, en fait, le débat en relançant des questions, mais comment je peux dire, en fait, je vais laisser la marge de manœuvre à Georges pour qu'il anime à sa façon, mais j'avais demandé aux invités de se prononcer ou de réfléchir autour de qu'est-ce qu'une école inclusive et comment une école inclusive tient compte des réalités, expériences, besoins, etc., des élèves issus de l'immigration de première, deuxième génération, en fait, des jeunes qui sont descendants d'immigrants ou qui sont immigrants de première génération. Donc, c'est un peu une question générale. Ce ne sont pas nécessairement des gens en éducation qui travaillent sur les thématiques de l'éducation, donc, mais je voulais avoir un point de vue autre, différent que celui des chercheurs, peut-être un regard militant aussi, ou un regard en tout cas politique sur ces enjeux-là aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît de mondialisation, etc., et de débats publics récents au Québec aussi. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Georges là, pour démarrer le débat. Oui? Ah, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous et à toutes. On a passé une belle journée à discuter divers modèles, divers concepts, à envisager un certain nombre de problèmes et de situations qui sont différentes dans nos pays, la Belgique, la France, la Suisse et le Québec. Alors, ce genre de conversation est toujours très riche, très porteur, nous renvoie à nous-mêmes une image des choses qui nous manquent et des choses peut-être aussi auxquelles on peut rêver. Et donc, ce soir, en pensant à ce panel qu'on a ce soir, j'ai précisément réfléchi à l'idée de rêve, c'est-à-dire à l'idée de l'école telle qu'on aimerait l'avoir. Et nous avons 3 personnes ici qui représentent au Québec, on pourrait dire, des partis, non pas des partis politiques, mais des engagements dans ce débat, qui ont des rêves,
qui ont aussi des contributions, que ce soit par leurs engagements publics comme Haroun et Émilie, que ce soit par leurs écritures et même, bien entendu, dans le cas d'Akos aussi, parce qu'il a une longue histoire à raconter. Il ne va pas nécessairement le faire ce soir, mais il y a matière derrière. Et donc, j'ai pensé qu'on pourrait, c'est un peu la formule, demander à chacun d'entre eux de nous dire un peu l'énoncé de la question étant qu'est-ce que devrait être l'école pour que précisément elle soit ajustée à ce rêve d'inclusion, à cette école idéale en quelque sorte, dans laquelle l'autre trouverait sa place, serait reconnu comme il doit l'être. Donc, chacun d'entre eux, nos trois invités, pourrait faire un petit laïus de départ. Et ce laïus étant communiqué, on fera rebondir le ballon sur les questions qui auront été posées. C'est comme ça qu'on avait convenu la chose. Alors, peut-être en commençant par toi, Émilie. Bien sûr. Pourquoi pas? Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Oui? Un peu, beaucoup? Vous m'entendez? Super. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Marie Spodvin, pour l'invitation. Merci à tout le monde de... Ah, là, c'est beaucoup mieux. Merci à tout le monde d'être présent ici ce soir. Une école inclusive, ou du moins ce que je pense qui manque à notre réflexion au Québec sur l'école inclusive, c'est une réflexion sur qui, en fait, est exclu de l'école. On parle souvent, en termes très abstraits, du pluralisme, de la diversité, des jeunes, etc. Moi, j'aimerais qu'on puisse mettre le doigt sur qui se sent exclu et pourquoi. Et pour le faire, il va falloir mettre le doigt sur les dynamiques de pouvoir qui sont souvent pas nommées dans la façon dont on parle d'interculturalisme, etc. Donc, les rapports de pouvoir qui sont présents dès le CPE. Si on arrive à les nommer, à les comprendre, et si on veut les égaliser, donc s'y attaquer, je pense qu'on va faire du progrès pour bâtir une école inclusive. Et quelles seraient les mesures les plus importantes que vous avez en vue dans le moment? C'est sûr que je prêchais pour ma paroisse. La question du racisme systémique est très présente. Donc, nommer les enjeux de racisme quand on parle des jeunes première, deuxième, troisième, sixième, 12e génération qui sont des personnes racisées. C'est d'ailleurs pas la même chose que les personnes qui sont issues de l'immigration qui ne sont pas racisées. C'est des dynamiques qui sont complètement différentes. Et on a tendance, ça aussi, à l'effacer. Donc, vous voyez, c'est un exemple concret. Au niveau de la neurodiversité aussi, c'est un peu la même chose. Il y a des profils psychologiques de certains étudiants qui sont mal compris. Et surtout quand c'est des jeunes racisés, par exemple, ces profils-là, on va mettre le ping-pong entre les classes d'accueil et les classes avec des enfants en besoins spécialisés, parce qu'on va le bagage ou le background culturel de l'enfant va influencer dans la façon dont les enseignants comprennent ses besoins particuliers. Tout dans une perspective donc intersectionnelle, tout ce qu'un enfant peut vivre ou porter comme identité a une influence sur la façon dont il va être perçu par le système scolaire. Donc, c'est ces dynamiques-là qu'il faut pouvoir nommer pour pouvoir mieux, je le crois, faire un portrait éclairant de la situation de chaque enfant et des besoins auxquels il faut répondre. Merci. Alors, peut-être toi, Akos, maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Ça va. Alors, moi, le livre que j'ai écrit, permettez-moi de commencer avec ça. C'est le parcours de quelqu'un qui a fini par se sentir inclus dans la société, qui n'était pas nécessairement sans heurts et sans difficultés, un parcours d'intégration, mais qui, grosso modo, à la fin, ici, se sent chez lui. J'ai écrit ce parcours-là parce que, pour souligner d'abord les difficultés qui peuvent arriver à un immigrant, qui n'est pas juste mon exemple à moi, mais en général, et aussi pour montrer que c'était possible
pour vous encourager un peu. C'est possible. C'est possible. Et c'est souhaitable que les immigrants qui viennent ici, les enfants de parents immigrants qui grandissent ici, finissent par se dire, dans notre contexte québécois, ou en tout cas, du moins se sentir ici, chez eux. Et pas seulement se sentir chez eux, mais reconnaître à l'autre aussi son droit de se sentir chez lui et que cela soit réciproque. Et c'est non seulement souhaitable, mais c'est aussi souhaité. Je pense que ce que je viens d'énoncer là, qu'on reconnaisse à l'autre son désir et son droit de se sentir chez lui, et inversement, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par la très grande majorité des gens, immigrants ou pas. Et pour ça, l'école joue un rôle central, comme dans toute société. Et le regard que je pose sur l'école québécoise est très critique, principalement pour le rôle principal qu'il devrait transmettre, c'est-à-dire l'égalité et l'équité entre les gens de différentes classes sociales et de différentes origines. Au Québec, on a un régime scolaire où, grosso modo, quand on a des moyens, on va dans des bonnes écoles et on nous transmet la culture, une culture qui est plus riche, et quand on a moins d'argent, on va dans d'autres écoles où la transmission de la culture est plus difficile parce qu'il y a plus de difficultés qu'on rencontre. Alors, si vous voulez une mesure pour rendre l'école plus inclusive, c'est d'avoir un régime public d'éducation qui n'empêche pas des gens qui ont l'argent et les moyens de se payer des écoles eux-mêmes. Parce qu'il paraît que c'est un droit. Donc, c'est ça peut-être pour ouvrir ce que je pourrais dire. Pour nos amis européens qui sont ici, il faut savoir que l'école privée au Québec est subventionnée à hauteur de 60%. Elle l'était davantage auparavant, mais les dernières années ont abaissé le taux de la subvention gouvernementale. Donc, il y a beaucoup de, je ne dirais pas d'actions, mais il y a beaucoup d'interventions comme celle d'ACOS qui militent pour une école unique, c'est-à-dire que les écoles privées, dorénavant, ne recevraient aucune subvention gouvernementale, pas davantage d'ailleurs que les écoles que nous appelons ethno-confessionnelles, comme par exemple l'école arménienne, les écoles juives, les écoles musulmanes, etc., qui sont actuellement aussi subventionnées selon des paramètres qui peuvent varier. Alors je passe la parole à Haroun maintenant. Je rajouterai les écoles catholiques qui sont les plus nombreuses parmi les écoles à recevoir de l'argent. Il y a deux manières, je pense, d'aborder le sujet. Alors, je tiens quand même à dire que moi, je ne suis pas philosophe. Je suis très, très honoré d'être autour de cette table. Je suis un militant. J'ai étudié dans le domaine de la simulation numérique dans l'aérospatiale. Fait que vous voyez, je ne vais pas parler de mon domaine de prédilection, ce qui vous ennuiera sûrement. Donc, je vais parler de ce que je connais comme militant dans le cadre de lutte contre le racisme. Je pense qu'il y a deux manières de voir l'école. Il y a une manière dont Émilie a beaucoup parlé, je pense que c'est l'institution en tant que telle, comme n'importe quelle institution, qui porte en elle un certain nombre de manières, et on pourra peut-être y revenir plus tard, des représentations de ce qu'on appelle le racisme systémique. Donc ça ne veut pas dire que les politiques en elles-mêmes sont racistes, mais que si on analyse le résultat de ce qui sort de l'école, on peut se rendre compte qu'il y a des quartiers où il y a plus de noirs, par exemple, qui se retrouvent avec des écoles qui sont plus mauvaises ou qui reçoivent moins d'argent, qu'on peut aussi se retrouver avec des personnes qui travaillent dans l'aide aux enfants qui vont avoir plus de facilité à donner des médicaments à des enfants turbulents quand ils ne sont pas blancs. Alors que les enfants blancs vont avoir peut-être le droit à plus d'attention, etc. Et donc il y a des analyses, pas spécialement au Québec, mais il y en a aux États-Unis, il y en a en France aussi, il
Il y en a aussi qui peuvent décortiquer un certain nombre de choses qui font que le résultat fait en sorte qu'il y a une inégalité de traitement sur la base de la racialisation ou de la racialisation des personnes qui vont. Maintenant, l'autre chose, je pense évidemment, l'école, c'est pas n'importe quelle institution, c'est une institution qui est censée former des citoyens. Hein. Former des citoyens, c'est une lourde tâche. Évidemment, il y a aussi le côté mercantile aujourd'hui, malheureusement, qui se limite à en voir des personnages qui vont travailler. Bon, c'est très important que les gens puissent travailler quand ils sortent de l'école, mais c'est aussi très important qu'ils soient citoyens. Et là, la tâche est très, très grande. On est toujours étonné quand on parle des questions de système de domination, par exemple, quand on parle des questions de racialisation, de racisme, de sexisme, d'homophobie, d'égalité, de discrimination systémique, qui sont des choses qui nous touchent au quotidien. Pratiquement à tous les jours, on peut voir des représentations de ces formes de domination qui touchent une énorme partie de la société. Quand on pense des femmes, 50% de la population, quand on pense les homosexuels, c'est 10%, les personnes racisées, c'est 15% du Québec, etc. Et que ces notions-là sont totalement, mais totalement non maîtrisées chez pratiquement 99% des citoyens. Hein. La notion de racisme systémique, par exemple, tout de suite on dit oh, mais ça vous parlez de racisme systématique, qu'est-ce que ça veut dire, on est tous racistes, etc. Je pense que c'est tout à fait problématique que l'école ne sort pas des militants pour l'égalité, tout simplement. Des militants, des gens qui vont prendre la parole publique, des gens qui vont savoir déconstruire des situations qui les entourent, qui font en sorte que par rapport au sexe, par rapport à l'orientation sexuelle, la couleur ou la religion, il y a des gens qui sont défavorisés dans notre société. Et par rapport à ça, on a fait d'ailleurs des demandes concrètes au gouvernement, et puis on y reviendra, si vous voulez, plus tard. Merci. À quel niveau est-ce qu'il faudrait d'abord intervenir? Parce que les problèmes que vous mentionnez, tous les trois, en fait, je note, par exemple, que beaucoup de ces problèmes sont actuellement pris en charge en première ligne dans le débat public par les syndicats d'enseignants, et en particulier par les syndicats qui sont un peu plus à gauche. Alors, c'est évident, c'est une première ligne d'intervention. On peut penser que les enseignants qui travaillent dans nos écoles reçoivent dans leur syndicat non pas seulement une formation, mais ils trouvent une sorte d'environnement, en fin de compte, qui va dans le sens que vous dites, c'est-à-dire qui les encourage à faire de l'école un lieu où ce racisme systémique est inacceptable. Comment est-ce que vous voyez l'intervention? C'est-à-dire, quels sont les engagements qui méritent vraiment qu'on y adhère et qu'on les soutienne? Peut-être, Émilie? Madame Marge, je peux dire, il y a environ 3 semaines, j'ai parlé devant la CSN, donc la Confédération des syndicats nationaux. Puis on m'a dit que ça devait faire environ 10 ans au minimum qu'on n'avait pas parlé des enjeux de racisme à l'intérieur de la CSN. Donc, il ne faudrait pas sous-estimer à quel point ce n'est pas une priorité. Je pense que le milieu de l'éducation au Québec, bon, comme à peu près tout au Québec, subit de l'austérité. Donc, les enseignants, les ressources diminuent, la grosseur des classes augmente, le personnel de soutien non enseignant diminue également. Et donc, les enseignants sont de plus en plus pressés, ils ont moins en moins de temps pour les enfants. Et une des choses qui est très importante de comprendre la façon dont le racisme fonctionne, c'est que c'est énormément implicite. Et en fait, moins tu as du temps pour réfléchir, plus que les réflexes racistes vont ressortir. Parce que c'est là où tu ne prends pas le temps, finalement, de t'arrêter, de dire « Ah, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris telle décision, etc. » Donc, plus les gens sont pressés, finalement, plus les risques de comportements discriminatoires inconscients sont grands.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, on parle aussi la même chose au niveau des services de police. C'est quand les gens font une décision en temps sur le stress en un quart de seconde que la balle peut rentrer dans le corps d'une personne noire sans que la personne, après ça, qu'on lui parle après, se dise elle-même raciste. Mais l'association personne noire égale criminel dangereux est tellement forte que sans prendre le temps de réfléchir, ces choses-là sont là. Donc, je pense que la pression qu'on a sur le système scolaire au Québec ne fait qu'augmenter le problème parce que les enseignants pressés, pas formés adéquatement par les bacs finalement en enseignement. Puis ça, c'est l'autre enjeu, disons, solution pratico-pratique. Les bacs en enseignement n'offrent pas de formation obligatoire sur ces enjeux-là. Ou très peu, ça dépend des facultés, mais il y a énormément de travail qui pourrait être fait à ce niveau-là. Une chose que les fondations ou les groupes qui travaillent sur ces enjeux-là remarquent, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui voudraient en parler plus dans leur classe, mais qui ne se sentent pas outillés pour le faire correctement. Et parce que de toute façon, ils n'ont pas le temps pour faire tellement d'autres choses, c'est comme si on leur arrive avec des demandes comme ça, c'est comme encore, yet again, quelque chose d'autre qu'il faudrait qu'ils fassent avec les mêmes peu de ressources qu'ils ont. Donc, c'est reçu en plus avec une exaspération supplémentaire à cause des ressources qui sont pressées. Donc, pour résumer mon intervention, quand on a des biais implicites qui incitent à considérer les gens de la majorité comme étant des priorités, et je pense que ça nous inclut tous dans le sens où on vit dans une culture où, à la télévision, dans nos manuels scolaires, tout ce qu'on voit autour de nous nous incite à penser les gens de la société majoritaire comme le groupe le plus important. Bien, quand il faut se battre activement dans notre quotidien contre ce réflexe-là de penser que les gens qui ont un certain type de faciès sont les personnes les plus importantes. Et plus on est pressé, moins on a de ressources, plus ce réflexe-là risque de ressortir. Alors, je ne vais pas rebondir parce que je vais dire quelque chose qui est très spécifique. Vous avez parlé de la CSN qui... Non, moi, je dis les syndicats en général. Les syndicats en général. Mais je vais vous dire, il y a un autre courant. Donc, peut-être que les syndicats, moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec Émilie. C'est clairement des alliés, mais ils ne sont pas clairement actifs. Pas assez, en tout cas. Bon. Mais par contre, il y a aussi des gens qui attaquent l'école dans son rôle. Et eux, ils sont très actifs. Aujourd'hui, on a des pétitions qui demandent l'arrêt d'une partie du cours éthique et culture religieuse, qui basé d'ailleurs sur un certain nombre d'arguments qui sont extraordinairement malhonnêtes. On a du mal à comprendre comment... il y a un côté militant vraiment très fort qui s'attaque même à la côté culture, si on veut, ou diversité, etc. Bon. Donc, concrètement, prenons l'exemple du cours éthique et culture religieuse, par exemple. Bon, il y a la partie éthique et la partie culture religieuse. Et je pense, et puis on parle de diversité, etc. Bon, moi, je pense que le mot diversité est vraiment galvaudé, qu'il faut que la diversité dans l'inégalité n'a aucun sens, elle est inacceptable. Et que donc, c'est vraiment une recherche de diversité dans l'égalité. Et à ce moment-là, ce n'est pas de la diversité qu'il faut parler. C'est, encore une fois, de racisme, de sexisme, etc. Comment ça se fait qu'on n'a pas une section complète du cours qui parle de ça? Moi, j'ai eu la chance de donner une conférence devant les professeurs, une fois, de éthique et culture religieuse. Et souvent, les professeurs pensent que c'est la partie culture religieuse qui va faire en sorte qu'on va pouvoir lutter contre l'islamophobie, par exemple. Et ça vient d'une question vraie. La question vraie, c'est que quand on fait un sondage et on essaie de voir où les gens sont plus islamophobes que d'autres, ou racistes en général, on trouve que moins il y a de diversité autour, donc moins tu connais de musulmans, plus il y a des chances que tu sois islamophobe. Bon. Mais ça ne veut pas dire que parce que tout d'un coup tu connais plus sur l'islam. Ça, en fait, ça veut dire que tu as humanisé la personne et que tout d'un coup, devant cette image du musulman, tu te retrouves avec un ami qui est constipé le matin, qui est en retard l'après-midi, qui cherche une place de garderie, donc que des choses qui n'ont rien à voir avec son côté musulman et qui l'humanisent. Et je pense que du coup, la partie du cours éthique et culture religieuse qui règle ou qui pourrait s'attaquer à la question du racisme, c'est beaucoup plus, ou l'islamophobie, c'est beaucoup plus la partie éthique
que la partie culture religieuse. Maintenant, je pense que c'est important d'avoir de la culture en général et de la culture religieuse au sens démographique, sociologique, historique, etc. est très importante, si on veut. J'aimerais commenter quand même cet aspect-là de votre intervention. Le programme éthique et culture religieuse, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'éducation au Québec ici, nous savons que c'est le premier programme qui a été écrit, c'est-à-dire rédigé et pensé entièrement et complètement selon la maquette des compétences. Et donc, il n'y a rien dans ce programme qui reprend les maquettes antérieures, c'est-à-dire des modules, par exemple, une section sur le racisme, une section... il n'y a rien d'encyclopédique, etc. Et donc, il faut regarder quels sont les contenus qui sont prescrits. Et est-ce que le racisme fait partie des contenus prescrits? En éthique, nous avons la xénophobie et tout. Ce sont des thèmes, en d'autres mots, qui sont recommandés aux enseignants pour telle année, telle année, telle année. Donc, il y a une ouverture de ce côté-là, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il y aurait beaucoup plus à faire sur la question du racisme. Je suis bien d'accord. Juste un petit mot avant de donner la parole à Akos. Sur les syndicats. Moi, je suis un syndiqué CSN depuis toujours, par la force des choses, puisque mon syndicat fait partie de la CSN et au Québec, les syndicats, ce sont des structures obligatoires. Et la CSN, qui regroupe en gros tous les cols blancs du Québec, les professeurs autant que les infirmières et ainsi de suite, ce syndicat a toujours eu des priorités d'abord de justice sociale. Et donc, le travail sur sa gauche a toujours été sur la redistribution, l'équité salariale, les droits des femmes, et ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas du tout surpris d'entendre que ça fait longtemps qu'on a parlé chez eux de questions qui ont à voir avec la diversité. Mais quand je pensais à un syndicat revendicateur sur ces questions, je pensais surtout à la Fédération autonome. Parce que la Fédération autonome est un syndicat qui vient jouer dans le jeu de quilles des autres, introduire des priorités sociales qui n'étaient pas considérées par les autres et tout. Et je ne dis pas qu'il faut une action syndicale spéciale avec la Fédération autonome, mais je suis toujours surpris d'entendre les gens de la Fédération autonome amener des enjeux sociaux qui sont relayés par personne. Et donc, c'est un peu la raison de mon intervention là-dessus. Akos a été un élève un peu spécial quand même, tu ne l'as pas dit, Akos. Je ne veux pas révéler des choses, mais tu avais quand même, en arrivant de Hongrie, une identité particulière qui t'a amené dans une école particulière. Je ne parlais pas français, alors oui. je faisais partie donc de ces enfants qu'on francisait dans les écoles de classe d'accueil. Oui. Et oui, qu'est-ce que vous voulez... Je pense au fait que tu avais cette identité juive, tu étais dans une école juive. Ah oui, juive. je suis juif aussi. Fait que, ça n'a pas l'air d'avoir été très important pour toi. Mais dans ton livre, ça n'a pas toujours été. Mais ça, tu t'en moques un peu. Mais je m'en moque un peu. En fait, parce que l'identité juive que j'ai, je l'ai beaucoup acquise en arrivant au Québec. Parce que, justement, moi, j'étais dans les écoles dites protestantes, là, de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal. Historiquement, les immigrants allaient plus dans ces écoles-là que dans les écoles de la Commission scolaire catholique. Et dans ces écoles-là, il y avait des cours EMR, pas ECR, enseignement moral et religieux. Et maintenant, c'est éthique et culture religieuse. Même affaire. Moi, là, je dois vous dire que je suis... ce que ça fait, ce cours-là, juste sur la question de l'identité... tu ne l'as pas connu, éthique et culture religieuse. J'ai connu enseignement moral et religieux. C'est pas pareil. Je vais vous dire comment ça se passe. Et je soumets l'hypothèse que ça se passe encore comme ça dans certaines classes. Mais non, parce que maintenant, c'est non confessionnel. Toi, tu as connu confessionnel. C'était... non, parce que... en fait, c'était une école évidemment multiethnique, où il n'y avait que des gens issus d'ailleurs.
Et dans les cours, dans le cours d'enseignement moral et religieux, là, on discutait. Là. Il ne fallait pas être raciste, mais bon, ça ne nous empêchait pas de l'être. Il y avait du prêcha comme ça, mais il y avait l'aspect religieux où, là, tout le monde devait faire un exposé oral puis parler de sa religion. Alors là, je devais comme découvrir ma judaïcité, puis faire des présentations et raconter que moi, finalement, j'étais juif. Alors, ça fait aussi ça, ce genre de cours, ces cours-là, c'est que ça étiquette l'enfant, il donne une identité qui n'est pas nécessairement voulu choisir. Mais la façon qu'on discutait à l'époque dans ce cours-là, c'était par rapport à notre religion. Et l'athéisme, très peu. On en parlait très peu. Alors moi, j'ai beaucoup appris sur la religion juive en devant faire des exposés oraux sur la religion juive. C'était aussi une époque, on parlait assez peu la religion, là, on en parlait parce qu'on faisait de la prévention contre les sectes. À l'époque, il fallait protéger les jeunes contre les raéliens, puis les témoins de Jéhovah, puis... pas les témoins de Jéhovah, les raéliens, puis il y avait un mouvement de sectes dans les années 70-80, où les gens cherchaient un sens après le recul du catholicisme. Et là, dans les écoles, il y avait beaucoup de prévention. Alors, c'est beaucoup dans ce contexte-là. C'est juste pour vous dire à quel point le monde change. Hein? Puis, puis pour ce qui est des religions, on parlait de nos nationalités. Il y avait les Hongrois, il y avait les Grecs, il y avait les Italiens, il y avait les Portugais, il y avait les Jamaïcains, il y avait les Haïtiens, les Latinos. Puis on parlait peut-être des Arabes, mais sinon on parlait des Libanais, des Iraniens, des Égyptiens. C'était une immigration qui est parti de ces pays-là avant la montée de l'islamisme, en tout cas, ils le fuyaient. Et alors que l'immigration aujourd'hui, à l'époque, il y avait peut-être 40 000 musulmans au Québec, par exemple. Aujourd'hui, il y en a 200 000. Fait que c'est sûr que ça change. Et l'immigration change aussi. Hein? Donc, les gens y arrivent dans des classes avec des bagages culturels différents. Et le défi de l'école, c'est de s'adapter à ces vagues d'immigration-là, qui changent d'une époque à l'autre, puis on ne sait pas, dans 5 ans, 15 ans, 20 ans, quelles seront les nouvelles vagues d'immigration, puis qu'est-ce qui va animer les jeunes dans les écoles, qu'est-ce qui va définir leur identité. Faut-il que l'école soit le lieu où on définit notre identité par rapport à nos origines? Moi, je pense pas tant que ça. C'est important que l'école qui accueille les enfants immigrants s'intéresse au pays. Moi, j'ai eu des professeurs qui m'ont fait ça, ce premier geste. « Ah, tu es hongrois, ah, mais c'est un beau pays. » On se sent bienvenu. Je pense que ce premier pas est important. L'immigrant aussi doit faire des pas. Moi, je ne veux pas qu'on fasse une guerre à savoir qui doit faire le premier pas là, entre les deux. Mais à l'accueil, ça va. Là, nous rappeler d'où on vient, tout ça, ça peut faire œuvre utile. Est-ce que c'est important de le faire pendant 11 ans d'école au Québec? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on va mieux se connaître? Je retiens quand même quelque chose que j'ai entendu, c'est que, je dis autrement, c'est en vivant ensemble qu'on apprend le vivre ensemble. Hein? Et je pense que c'est dans dans le parascolaire, en faisant dans les cours de mathématiques. Dans un cours de mathématiques, on apprend à vivre ensemble peut-être plus que dans un cours d'ECR. Je crois ça. Je crois ça parce que à force de toujours fouiller dans ce qui nous différencie, on finit par se sentir différent des autres. Alors voilà. Est-ce qu'on pourrait te demander si compte tenu du fait que tu as été dans une école où beaucoup de communautés culturelles étaient présentes, beaucoup de langues, beaucoup de cultures et tout, le racisme était peut-être beaucoup moins présent. C'est-à-dire que la forte diversité engendre la tolérance naturellement, non? Il y a des rapports de force qui s'installent dans une école multiethnique.
Vous allez, c'est chacun dans une école, quand on rentre, là, multiethnique, chacun cherche son semblable. Dans mon école, c'est les Grecs qui étaient en majorité, et c'est les Grecs qui contrôlaient le conseil étudiant, les concours de popularité. Bon. Et il y avait les Latinos. Moi, j'étais un laissé pour compte du communautarisme, parce que j'étais le seul Hongrois, puis il y avait ma sœur, puis il ne fallait pas que ça se sache. Fait que donc, évidemment, moi, je me retrouve avec une gang j'avais un ami, ma petite gang, là, un Chinois à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Chinois, là, puis fait qu'un Chinois, il y avait un Malgache, puis un Libanais, là, tu sais, c'est notre groupe, mon groupe d'amis, tu sais. Nous, on n'avait pas notre gang, fait qu'on s'est formé notre propre gang. Puis le racisme dans cette école-là, elle existait. Moi, ce que j'écris dans mon livre, c'est que c'est un communautarisme bon enfant. C'est pas on s'entendait bien, grosso modo. C'était pas des conflits des fois c'était violent, mais la plupart du temps c'était bon enfant. On sait bien vous les Latinos, on sait bien vous les Jamaïcains, on sait bien. Puis il y avait des chasses gardées, puis il y avait des rivalités de groupes, mais ça se faisait pas, et c'était pas tout à fait hermétique. C'est-à-dire qu'on se connaissait, puis on s'entendait pas nécessairement mal d'un groupe à l'autre, mais la dynamique intercommunautaire, avec ses rapports de force, existait, même s'il n'y avait aucun Québécois dans l'école. Vous étiez tous Québécois, si je peux me permettre. Vas-y. On était, Mais ça, c'est on était tous Québécois. On était tous des Québécois issus de l'immigration, des enfants immigrants. En tout cas, il n'y a personne qui se disait Québécois. Oui, mais ça, c'est un des problèmes, peut-être. Mais vous l'étiez tous par la force des choses. Le Québec ne serait différent sans toi. Tu fais partie du Québec. Ah, c'est sûr qu'il serait différent sans moi. Et, mais il y a un point très important. Donc la question, d'abord pour en revenir, peut-être encore une fois, et là je vais avoir l'air de me répéter, les questions de comprendre comment est-ce qu'on construit des rapports du pouvoir, tu en as parlé, effectivement, on s'en construire dans des microcosmes. Le racisme, si la société se limitait à ce microcosme-là, aurait du sens d'utiliser ce mot-là. Je pense que le racisme, c'est quand même un rapport de pouvoir qui est plus large, qui fait en sorte que sur la taille de la société, de la nation québécoise, la couleur de la peau, le nom de famille, les origines, le fait d'être autochtone, etc., pénalise. Et puis ce qui se passe dans une cour d'école est très douloureux, peut mener à des choses très graves. On a eu des commissions pour analyser les questions de bullying, etc., d'intimidation, des choses comme ça. Mais reste que il faut absolument que chacun de nous comprenne c'est quoi un rapport du pouvoir. Dernièrement, tu as parlé, par exemple, de la question de qui doit aller vers qui, par exemple. Bon. Alors, il est évident que l'immigrant qui débarque ici, il a intérêt à aller vers les autres. Bon. Et puis que la personne qui accueille ou la population qui accueille doit aussi aller vers l'immigrant. Bon. Mais le rapport de pouvoir, quel pouvoir il a l'immigrant par rapport à l'autre? On m'a posé la même question hier. On était au collège Maisonneuve, donc devant le tristement célèbre dans nos médias. Et puis on m'a posé la question en me disant oui, mais donc les parents, pourquoi ils n'expliquent pas à leurs enfants qui sont québécois? On m'a posé la question en revenant, bref. Et je dis parce que moi je me plaignais du Journal de Montréal qui n'arrêtait pas de passer en une bagarre devant une bibliothèque, jeunes radicalisés devant, etc. Bon. Des choses innommables, quoi. Bon. Et je disais, mais imaginez, c'est vrai, les parents, ils ont un rôle à jouer pour expliquer à leurs enfants qui sont et québécois, et algériens, et grecs, etc., et qui soient à l'aise avec cette complexité identitaire. Mais il y a un rapport de pouvoir que le Journal de Montréal a, que les parents n'ont pas. Imaginez demain que la politique du Journal de Montréal, ça soit que tous les matins, ils expliquent que les enfants des migrants sont québécois. En une, là, les Québécois, etc. Les parents, ils pourront toujours leur dire à quel point ils ne sont pas québécois. Les enfants vont se sentir québécois pareil. Là. Et donc, il y a une réalité, c'est qu'on a des forces qui nous dépassent totalement et qui sont très puissantes et qui ont des intérêts
politiques, des intérêts économiques, des intérêts, etc., pour réussir à garder ces rapports de pouvoir et s'assurer qu'on ne les comprenne pas, à égaliser deux situations qui n'ont rien à voir. Et je vais conclure sur ça. Et là, par contre, je suis tout à fait en accord avec toi sur la question des écoles privées. Hein. Si on a des statistiques qui disent que quand tu rencontres plein de diversité autour de toi, tu sors de là, tu es moins raciste. Super. Bon. Et on pose souvent la question, on dit, mais vous êtes pour la laïcité, qu'est-ce que vous faites du financement qui va aux écoles musulmanes? Bon, c'est une très bonne question. Nous, on est plutôt contre le communautarisme. Hein. Mais le communautarisme le plus clair, le plus puissant, c'est le communautarisme de l'homme blanc riche. Hein. Faut quand même se rendre compte qu'on a des écoles privées où il n'y a que des blancs qui sont tous riches, qui sont aujourd'hui ministres, qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise et qui sont eux qui définissent les politiques publiques et donc ils vont s'assurer que jamais de la vie on va couper le financement des écoles privées parce que c'est leurs enfants à eux. C'est eux qui sont dans les positions de pouvoir. C'est pas les parents qui sont en train de souffrir dans les écoles privées. Mais quand même, dans les écoles, je ne sais pas de quelle école tu parles. Parce que tu vas à Brébeuf, au Collège Notre-Dame, c'est des écoles multiethniques. Moi, je te dirais même que la majorité des élèves de Brébeuf ne sont pas catholiques aujourd'hui. Ben, si je peux intervenir, moi, j'ai passé par une école privée où j'étais à peu près la seule minorité. Pas à Montréal. Mais non, mais il n'y a pas juste Montréal dans la vie. mais c'est ça. Puis nos élites québécoises sont formées, pas nécessairement seulement à Montréal non plus. Donc c'est important de le. Non, mais attends, à Québec, l'école privée n'était pas plus blanc il y a 20 ans que l'école publique là, dans une. Ben oui, en fait, oui, c'est ça le truc, c'est que les écoles privées sont souvent, il y avait souvent moins de jeunes issus de la diversité à ma compréhension des choses. Dans la ville de Québec? Oui. D'accord. Oui. Mais je crois qu'Akos a raison. Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, mais les grands collèges, écoles secondaires, les collèges privés de Montréal intègrent de plus en plus une clientèle asiatique. Et la raison pour laquelle ils intègrent une clientèle asiatique, c'est la même raison que c'est des filles qui sont en faculté de médecine. C'est-à-dire qu'ils recrutent au dossier scolaire et les jeunes Chinois c'est une donnée qui semble assez accessible, sont tellement poussés par leur famille pour aller dans ces collèges qu'ils travaillent matin, midi et soir pour obtenir ces notes-là. Et c'est devenu pour ces collèges eux-mêmes un problème. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, sans faire une discrimination positive pour les étudiants de la majorité, continuer avec ce modèle de recrutement parce que précisément ça devient ce que Akos a décrit. Donc il y a des mutations. Il n'y a rien à faire, il y a des mutations. Il y a des mutations, mais j'inviterais à ne pas perdre de vue le portrait global, c'est-à-dire quand on a des familles immigrantes qui ont de la difficulté à trouver un emploi, qui vivent dans des emplois sous casse-pied, etc. Donc, quand on parle donc, je veux juste peut-être... je ne sais pas en fait pourquoi on discute de ça, peut-être. Ouais. Dans l'idéal de l'inclusion, il ne devrait pas y avoir la barrière qui est donnée par le régime de pouvoir, par l'accessibilité en vertu d'un financement, etc. Oui. Et dans le débat sur le financement de l'école privée au Québec, qui est un débat que je connais un peu, il se trouve que moi, j'ai changé d'avis, mais vraiment quasi, j'ai fait un tour à 180 degrés dans mes positions d'origine, parce qu'à l'origine, j'étais plutôt marxiste, et donc je me disais, il faut absolument briser tous les financements, etc. L'argument, pas seulement de l'égalité des chances, mais l'argument aussi de la fuite des meilleurs étudiants vers les écoles privées. Bon, mais les analyses que font ces écoles, qui sont regroupés dans une fédération des établissements d'enseignement privé, avec lesquels j'ai beaucoup discuté, montrent que les parents des enfants qui tiennent absolument à l'enseignement privé sont totalement indifférents à la question du financement. Si vous doublez demain matin les frais de scolarité pour aller au Collège Jean-Brébeuf, le Collège Jean-Brébeuf va être encore plein. Donc, ça ne changera pas l'argument, en d'autres mots,
on pourrait dire, de la mixité sociale ou de l'homogénéité versus l'hétérogénéité est un argument qui ne nous sert pas dans ce contexte-là. Et donc, moi, j'en suis venu à penser que des pays comme la France, qui pratiquent, il faut dire, une certaine hypocrisie, parce que je l'ai vu sur place. Moi-même, 2 de mes enfants ont été scolarisés en France, et j'ai compris que un peu ce qu'il fallait faire pour qu'ils aillent dans des écoles qui soient correctes, pas faire la queue à l'académie dans le 19e arrondissement, mais connaître quelqu'un qui peut appeler. Ça, j'ai compris ça très vite. Mais ça, c'est ce que je veux dire, c'est que le principe territorial, que les enfants fréquentent l'école de leur quartier. Ils ne peuvent pas s'en aller dans un autre quartier, dans un autre quartier, dans un autre quartier. C'est une protection que, personnellement, je juge minimale. Même si tout le monde veut être dans le 5e arrondissement à Paris, c'est quand même, il y a quand même des barrières à franchir avant d'y parvenir. Alors qu'ici, il n'y a aucune protection, vraiment aucune. Enfin, c'est un problème qui est peut-être un peu marginal, vous avez raison. Bien, surtout que dans l'ensemble, puis c'est sûr qu'il y a certaines communautés qui font l'exception, mais je prends par exemple la communauté noire, il y a tellement d'enjeux de pauvreté que, je veux dire, oui, il y a certains Noirs qui vont aller à Brébeuf, mais la réalité globale, c'est que les gens sont dans les écoles publiques et souvent les écoles publiques les moins financées, les moins bien financées, et qui souvent des jeunes qui ont moins accès à l'aide aux devoirs si les parents eux-mêmes ne sont pas... Donc, il faut juste rappeler la réalité globale plutôt que de faire des débats sur des exceptions. Je sens qu'on est en train d'avoir 2 débats différents, en fait, puis j'aimerais peut-être les identifier. Le premier, c'est sur une école qui forme des citoyens inclusifs, et la deuxième, c'est sur une école qui soit elle-même inclusive. C'est 2 objectifs différents. Donc, quand on parle du cours d'éthique et culture religieuse, on est en train de débattre de la façon dont on forme des citoyens inclusifs dans nos écoles et de mettre de côté, le temps qu'on parle de ça, de la question des dynamiques d'exclusion, de discrimination qui peuvent avoir lieu à l'intérieur de l'école. Un des exemples que j'aimerais donner, par exemple, c'est la réflexion qu'on est en train d'avoir, puis Charles de la mobilisation contre la culture du viol, sur le retour des cours d'éducation sexuelle à l'école. Dans mon temps, ça se donnait, je pense en secondaire 4 ou en secondaire 5, les cours de formation personnelle et sociale. Or, à peu près toute la science cognitive qu'on connaît sait bien que les inégalités hommes et femmes et la question de consentement, ça commence à 4 ans, 5 ans, 3 ans. La socialisation, les inégalités, pouvoir homme-femme. Donc, quand on attend en secondaire 4 ou en secondaire 5, avant de commencer à parler des rapports inégaux hommes-femmes, il est trop tard. Et c'est quelque chose qu'on commence à intégrer dans la façon dont on veut retourner, refaire revenir les cours d'éducation sexuelle dans nos écoles. C'est-à-dire, ça prend des choses dont on commence à parler de différentes façons dès les CPE et au primaire, au secondaire, etc. Je crois qu'il faut avoir cette réflexion-là quand on parle d'éthique ou de culture religieuse, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation antiraciste, de charte des droits et libertés, de droits de la personne, appelez ça comme vous voulez. Ça commence en très, très bas âge. Et quand on laisse les gens souder leurs biais implicites qui font qu'ils vont avoir des empathies naturelles envers les personnes du groupe dominant et qu'on leur arrive en secondaire 5 puis qu'on leur dit « il ne faut pas être raciste », tout ce que ça fait, c'est des personnes qui vont continuer à avoir des comportements qui sont problématiques, mais qui vont avoir l'éducation de savoir que c'est pas fin puis que c'est pas poli, et donc refuser d'avoir un dialogue sur ces questions-là parce que ça les met dans l'embarras et ça remet en question le fait qu'ils sont des bonnes personnes. Et ça, c'est ce que notre système d'éducation produit, c'est-à-dire des personnes qui font des comportements problématiques et qui savent que c'est pas bon et qui donc coupent le dialogue parce qu'ils veulent pas avoir de l'air pas fine ou pas fin. Et si tant et si longtemps qu'on n'aura pas dans notre système d'éducation une façon de concevoir l'éducation antiraciste qui est plutôt, c'est une réflexion qui se fait dans le quotidien, dans nos rapports les uns avec les autres, c'est jamais quelque chose qui est fini, c'est jamais quelque chose sur lequel on est parfait, c'est toujours quelque chose sur lequel on peut continuer à travailler, à s'améliorer. C'est pas une question d'apprendre le texte, la charte par cœur ou quoi que ce soit comme ça. Bien, à ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir avancer. Parce que les problèmes disons, de pédagogie que Haroun et moi et d'autres avons dans l'espace public à parler des enjeux de racisme, quand on voit les réflexes que les gens ont, ces réflexes-là ont été bâtis dans le système scolaire. Ces citoyens-là québécois qui ont de la difficulté à parler de racisme, ils ne sortent pas nulle part. C'est des gens qui n'ont pas eu le vocabulaire, l'éducation qui leur donnait les outils d'en parler. Alors, j'ai de la misère à croire que nos enseignants
dans le système scolaire soient particulièrement différents des citoyens avec lesquels on interagit dans l'espace public. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on parle des jeunes issus de l'immigration. Au Québec, en ce moment, des enfants qui naissent, cette année, il y en a le 2/3 à Montréal qui ont un parent immigrant. Le 2/3. À Laval, c'est 50%. Et dans l'ensemble du Québec, en général, c'est environ 30% des enfants qui ont au moins un parent immigrant. Ça exclut les gens de la troisième génération, parce que je ne pense pas qu'en 2016, on peut parler de la deuxième génération. C'est souvent même la troisième génération, la quatrième génération qui sont dans les écoles. Moi, je suis la deuxième génération. Puis, j'étais dans les écoles dans les années 90. Donc, ça continue à augmenter, cette réalité-là. Donc, on ne peut même pas nécessairement parler de personnes issues de l'immigration récente, de rapport à l'autre, de la société d'accueil, etc., qu'on est rendu dans un Québec qui est aussi métissé. Moi, qui suis de mon père, deuxième génération, mais de ma mère, au Québec depuis Samuel de Champlain, quand je parle du fait qu'on ne parle pas de l'histoire des Noirs dans les écoles, je ne le fais pas comme « s'il vous plaît, société québécoise, intégrez-moi ». J'en parle comme étant « je suis chez moi au Québec, je suis québécoise, et si vous ne parlez pas de la culture, de l'histoire des Noirs, qui est là au Québec aussi depuis Samuel de Champlain, vous masquez une partie de ce qu'est le Québec ». Donc, cette attitude-là, je vais dire ça comme ça, elle augmente, elle est encore de plus en plus présente dans cette génération-ci de militants qui ne s'excusent pas de « s'il vous plaît, est-ce que je comprends les codes de la société québécoise avant de pouvoir prendre la parole ». Et cette attitude-là, elle est de plus en plus présente chez nos jeunes qui ne s'excusent pas d'être ce qu'ils sont et exigent que leurs institutions soient à leur image. Et ça aussi, je pense qu'il faut en être conscient. Et la troisième chose, je sais que j'ai parlé beaucoup, c'est j'aimerais une chose qu'on n'a pas parlé dans la discussion, je crois que c'est important, c'est de tous les témoignages que j'entends d'ex-élèves, de parents, de personnes qui travaillent dans les écoles, qui me disent « Mon enfant en CPE, l'éducatrice de garderie m'a dit ses cheveux qui ressemblent aux miens, ça ne passe pas à l'école. » Les enfants qui se font dire que leur petit garçon, parce qu'il est noir, leur petit garçon est turbulent, puis que cet enfant-là, c'est peut-être parce qu'il est noir qu'il y a un problème. L'enfant qui se fait dire, comme je me suis fait dire, « Ah, cet enfant-là est intelligent, c'est vraiment surprenant puisque cet enfant-là est noir. » L'enfant qui se fait dire « Ah, toi, justement, tu devrais peut-être plus aller vers une formation technique professionnelle, c'est peut-être plus au niveau de tes capacités. » Les jeunes qui se font briser leurs rêves parce qu'ils sont noirs et que les personnes dans le système scolaire ont des biais implicites qu'ils ne réalisent pas et ont des attentes moins grandes envers les élèves racisés. Ça, il faudrait en parler. Il faudrait parler des écoles dans certains quartiers de Montréal qui veulent organiser des tournois de hockey COSOM, mais que quand c'est temps d'organiser des tournois de basketball, ils disent « Ah ben ça va attirer des gangs de rue, des criminels, on ne veut pas de ça. » Les gens, quand c'est le temps de parler de la culture québécoise, etc., les chansons, on va parler de certains aspects, mais quand c'est le temps d'embarquer dans la culture de hip-hop, ah ben ça, non, c'est sale, c'est ci, etc., il y a peut-être de la violence. Donc, tout ça, ça fait partie du discours, du dialogue qu'on devrait avoir sur une école inclusive. Et je suis personnellement plus intéressée à avoir cette conversation-là que de parler du pourcentage des enfants chinois dans les écoles publiques ou privées. Pas que c'est pas important, mais simplement que des fois, je trouve qu'on se perd dans l'examen de finalement la surétude des jeunes plutôt que dans la surétude des personnes qui ont le pouvoir de changer les choses. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'on doit s'en aller pour faire une différence. Je pense que votre message est bien entendu. Je pense que vous défendez très, très bien cet agenda et cette militance que vous... la question, c'est les moyens. Et le colloque qu'on a pendant ces 3 journées-là est justement ajusté sur un objectif de formation des enseignants et des personnels scolaires. Qu'est-ce qu'on peut changer dans ce système-là actuellement qui ferait en sorte que nos enseignants, nos personnels scolaires, les directeurs même des écoles, puisqu'il y a une séance qui va leur être consacrée, puissent précisément intégrer ces nouveaux réflexes, changer le discours, prendre conscience de toutes les choses que vous dites. Je pense que ça, c'est très, très important et je pense qu'il faut l'apprécier. Peut-être Haroun là-dessus aussi? Non? Je suis d'accord avec oui. Et Akos là-dessus, non?
Comment? À la salle? Oui? Moi, je calibrais ça à 8 heures. Il est 8 heures juste. Tout juste. C'est tout bon. Donc, c'est difficile à récapituler, mais Émilie nous a quand même donné une clé pour comprendre la distinction entre les deux grands débats. Enfin, ce n'est pas deux grands débats. Il y en a un qui est très, caractérisé, celui sur l'éducation antiraciste, qui est un profil très important, qui se cadre bien avec l'éducation à la citoyenneté, l'éducation inclusive et ainsi de suite. Et puis l'autre sur les mesures d'équité, c'est-à-dire... en gros, les mesures d'accès à l'école. Et ça, c'est vrai, c'est un autre débat, mais personnellement, je ne veux pas le séparer entièrement de la question, parce que ça se recoupe et beaucoup. Et actuellement, on est vraiment au carrefour au Québec. Savez-vous, je me permets de le dire, que la commission Bouchard-Taylor, pour ceux qui l'ignorent, c'est une commission qui s'est penchée sur les pratiques d'accommodement dans le domaine donc des relations culturelles et des questions religieuses. La commission Bouchard-Taylor, si vous ouvrez le rapport, n'a pas de chapitre sur l'éducation. C'est saisissant. Ce chapitre était entièrement écrit. Nous l'avons discuté. Moi, j'étais membre de la commission. Nous l'avons discuté. Le chapitre était rédigé par quelqu'un que tout le monde connaît, et elle n'en fait pas mystère. C'est Mme Céline Saint-Pierre, quelqu'un qui a beaucoup milité dans les syndicats et tout. Mais les commissaires ont préféré ne pas le mettre dans leur rapport parce que ce chapitre se prononçait sur le financement des écoles ethno-confessionnelles. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a parfois des blocages qui sont des blocages institutionnels. Il y a des communautés, il y avait plein de problèmes. Et je suis certain que cette question va revenir. Elle ne va pas cesser de revenir. Et donc, les agendas vont se recroiser. Alors, mes amis, la parole est à vous. Veux-tu que je te donne un micro? D'accord. Alors... si vous voulez interagir avec nos invités, vous pouvez venir au micro et puis nous dire en gros qui vous êtes et puis poser votre question. Il y a quelqu'un? Vas-y, Charles Mercier. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. En vous écoutant, je retrouvais des positionnements qu'on retrouve aussi en France entre ceux qui pensent pour construire de l'inclusion, il faut lutter contre la suprématie inconsciente des majoritaires. Et ceux qui pensent que pour fabriquer de l'inclusion, il faut que le groupe majoritaire soit confiant de lui-même, soit fier de sa culture, et pour donner envie à ceux qui arrivent d'en faire partie. Et la question que je me posais, c'est, en France, enfin, ça correspond pour les premiers à des groupes comme les indigènes de la République, avec des nuances par rapport à votre positionnement, mais on retrouve cette position. Puis, je pensais pour vous, à gauche, à des figures comme Malika Sorel-Sutter, qui a écrit des compositions françaises et qui se désole de ce que les Français n'aient pas suffisamment de fierté d'eux-mêmes. Et je me demandais par rapport au parcours personnel, qu'est-ce qui peut expliquer qu'à partir d'expériences qui ont des points communs, qu'est-ce qui façonne finalement la conviction et le positionnement sur la question de la gestion de la diversité dans les expériences. Pourquoi, en fait, selon vous, vous êtes sur ces positionnements différents et ces réponses différentes? Qu'est-ce qui, dans l'itinéraire, finalement, est le plus déterminant quand on se positionne sur ces questions-là et qui fait la différence? Donc, la question s'adresse à chacun d'entre eux, finalement, sur le plan personnel, le récit qui les a conduits là. Bon, mais on va commencer par Akos, puisqu'il a mentionné ton nom d'abord. C'est gentil. Une vie est faite de rencontres, d'expériences multiples. Il n'y a pas deux vies pareilles, il n'y a pas deux immigrants pareils. Moi, j'ai mon parcours, d'autres immigrants ont d'autres parcours. Le processus d'intégration, le niveau d'intégration varie en fonction des sensibilités de chacun, en fonction des rencontres qu'on fait, des expériences qu'on a eues.
Il y en a qui vont être traumatisés à vie parce qu'on a remarqué leurs différences à un moment donné. D'autres vont l'avoir oublié. Puis, il y a des sensibilités différentes. Au final, moi, j'ai eu, je pense, des belles rencontres. Et dont une qui est importante, c'est celle que j'ai eue avec la culture québécoise. On a parlé tantôt de l'histoire québécoise. Quand je suis arrivé au cégep, quand j'ai quelque chose qui n'existait pas dans mon milieu multiethnique, on transmettait assez mal la culture, la littérature, l'histoire. À l'époque, il y avait un cours d'histoire, ça s'appelait l'histoire du Canada et du Québec en secondaire 4. Puis on avait une autre cours d'histoire en secondaire 2 qui était l'histoire de l'humanité. Alors ça, c'est mon bagage culturel que le ministère de l'Éducation m'a transmis. Mais j'avais des cours d'enseignement moral et religieux chaque année. Et donc c'est cette rencontre-là, et je crois dans le rôle de l'école pour transmettre une culture commune. Une culture qui nous permet de parler une même langue, une culture qui nous permet pas juste d'avoir une même langue, mais d'avoir des références communes, des choses à se dire, à se raconter, qu'on soit d'accord ou pas. Et puis respecter l'immigrant, c'est lui transmettre la même culture qu'on transmet à un non-immigrant. C'est ça qui est l'invitation à vivre, à vivre dans une société, à faire société, parce qu'une école... Il y a une chose qu'on ne changera pas, là. Les écoles, là, ils peuvent juste contenir un certain nombre de gens qui, grosso modo, vont venir du quartier où est l'école. Hein? Mais quand les gens vont sortir de ces écoles-là, on peut davantage favoriser la mixité. Évidemment, on est aussi dans un contexte, on ne le nomme pas, mais il y a deux contextes. Il y a d'un côté, c'est que la majorité québécoise est dans les faits une minorité au Canada, qui a son insécurité légitime de transmission et de survie de sa langue et de sa culture. Et quand les gens de cette minorité-là se sentent menacés, parce qu'ils ont l'impression que cette langue et cette culture peut-être ne se transmettra pas, ont-ils raison, ont-ils tort, je ne sais pas, mais cette insécurité-là existe et il faut en tenir compte. Et l'autre contexte, c'est celui d'un communautarisme qui existe, qui est encouragé. S'il y a des écoles musulmanes, puis des écoles arméniennes, puis des écoles grecques, c'est parce qu'il y a des parents musulmans, grecs, arméniens, qui préfèrent que leurs enfants côtoient des gens de leur propre culture parce qu'ils veulent eux aussi transmettre leur langue et leur culture et leurs traditions propres à l'intérieur d'une société qui veut aussi assurer sa propre survie. C'est ça le contexte global. Et à l'intérieur de ça, il y a des rapports de force, effectivement. Mais si, dans le chapitre, on a retiré la question du financement des écoles confessionnelles, c'est parce qu'il y a aussi un électorat qui appuie un parti politique, qui a un rapport de force et qui permet d'empêcher qu'on touche à cette question-là. Ça aussi, ça fait partie du rapport de force. On n'est pas juste dans un monde où les Québécois de souche, ils décident de tout, là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense aussi qu'une école doit aussi permettre à un enfant de s'émanciper de sa propre famille et de sa propre communauté. Parce que la famille, on l'aime, on le respecte. Sa communauté, pareil. Mais on ne vit pas toute sa vie dans sa communauté et dans sa famille. Donc, l'école, même dans un milieu 100% homogène, a ce rôle d'émancipation-là. Et cette émancipation, ça passe par la transmission de la culture. Voilà. Merci beaucoup, Akos. Haroun, peut-être? Oui, alors deux réactions. D'abord, je voudrais qu'on ne surestime pas le fait des écoles, par exemple, confessionnelles.
une des raisons principales pourquoi on n'arrivera jamais à enlever le financement des écoles confessionnelles, c'est qu'encore une fois, l'extrême majorité des écoles confessionnelles sont catholiques qui reçoivent de l'argent. Non. Oui. Les écoles catholiques sont ouvertes à tout le monde. J'ai donné tantôt D'accord. l'exemple des plus Tu grands. veux dire mais les elles sont écoles privées confessionnelles. qui ont un, Ce qui est très qui ont un important, financement, c'est ça que tu veux dire? oui, qui ont un financement, évidemment. Donc ouverte à tout. Bon. Il y a... Je peux te donner le chiffre. Ouais. Sur les établissements privés au Québec, il y a 70% des écoles privées au Québec qui ont un projet éducatif à caractère religieux. Les 30 autres pourcents, c'est autre chose. Et sur ces 70%, il y a déjà plus de 80% qui sont des écoles catholiques. Donc, c'est ton chiffre. Donc ce n'est pas les minorités religieuses qui imposent ça au gouvernement, on s'entend. Mais c'est quoi Non, c'est juste, je voudrais juste remettre en situation la raison pourquoi est-ce que ce financement restera toujours. C'est pas parce que les juifs et les musulmans le veulent, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de courage politique pour décider d'enlever le financement à la majorité catholique. Bon. Maintenant, ça c'est un détail là. Je voudrais pas. Bon, il y a des rapports de pouvoir. Bon. Vous avez parlé de majorités qui sont à l'aise, etc. Moi, j'ai pas utilisé pour accueillir les autres. Émilie a dit quelque chose d'important, c'est que le racisme et l'immigration sont deux sujets. Et à l'intérieur de l'immigration, il y a des personnes racisées et des personnes qui le sont pas. Il y a des chiffres très intéressants des revenus des personnes blanches qui viennent ici par rapport aux revenus des personnes non blanches qui viennent ici, et on voit une disparité énorme pour les gens qui ont un diplôme universitaire, et on voit une disparité pour leurs enfants aussi. Donc je les connais par cœur, là je pourrais vous donner un chiffre par exemple. Donc la moyenne des gens qui ont un diplôme universitaire au Québec, c'est 60 000 $ par an de revenus. Pour quelqu'un qui vient de ce qu'on appelle non-minorité visible, il gagne 59 000 $ par an. Et pour quelqu'un qui est d'une minorité visible, il gagne 40 000 $ par an. Et pour les enfants de ces gens-là qui ont un diplôme universitaire, donc les enfants donc qui n'ont pas de problème de reconnaissance du diplôme, pas de problème de linguistique, etc., on se retrouve à 2 000 de plus, donc 43 000 pour la personne racisée, et juste 1 000 $ de moins, donc on arrive à 62. Donc la moyenne c'était 63, en fait 62 000 $ pour l'enfant de l'immigrant universitaire non racisé. Bon. Donc l'immigration c'est quelque chose, mais la question raciale reste centrale. Bon. Et vous avez donné l'exemple des indigènes de la République. Je ne sais pas si les gens connaissent les détails, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette ligne-là. Bon. Nous, on exige le fait d'être vus comme des Québécois. Je ne sais pas à partir de combien de temps on se voit comme faisant partie des gens qui accueillent, mais moi, je peux vous dire que moi, je me sens comme quelqu'un qui accueille. Bon, je ne me sens pas non plus comme étant quelque chose de dangereux pour la langue française. Je suis très à l'aise avec ce que j'apporte à ma propre nation. Et non seulement ça, mais ma fille qui est née ici aussi est pas là pour demander rien du tout. Bon. Et comme je suis là depuis plus longtemps qu'elle, je me sens au moins aussi québécois qu'elle. Et donc il n'y a pas une question de se sentir à l'aise ou pas en tant que majorité, il y a une question que tous ensemble, on doit combattre des inégalités. C'est un sujet en soi. Bon. Entre les hommes et les femmes, moi je ne vais pas demander aux hommes de se sentir à l'aise d'être des hommes là. Bon. Une femme gagne 70% des salaires d'un homme, il y a un problème, on le fixe, et j'espère que l'école va sortir des gens, des gens, quand ils sortent de là, j'espère qu'ils sont en tabarnak, j'espère qu'ils sont fâchés, j'espère qu'ils ne trouvent pas normal que, basé sur le sexe d'une personne, on définit le revenu. Basé sur l'orientation sexuelle, on sait si on va pouvoir tenir la main de son amoureux dans la rue ou pas. On sort d'une manifestation ici, rendez compte encore une fois que les questions systémiques ne demandent pas l'acte en tant que tel. Hein, on va sortir tous d'ici, on va traverser un parc, il fait sombre. Moi, je ne me poserai jamais la question si je dois traverser le parc ou pas. Je vais juste le traverser parce que c'est le chemin le plus court. 100% des femmes qui sont ici vont se poser la question en se disant « Est-ce que c'est une bonne idée ?» Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va les agresser, mais on vit dans une société où on a des privilèges d'être des gars, on a des privilèges d'être des blancs, on a des privilèges d'être catholiques, on a des privilèges d'être hétérosexuels, on a plein de privilèges. Il faut que l'école sorte de là avec cette conscience que chacun de nous a un rôle à jouer. Les personnes privilégiées doivent être conscientes de leurs privilèges, elles doivent être des alliés, des gens qui vont aller prendre la parole pour se battre, qui sont les femmes pour les questions féminines, les homosexuels, les personnes trans, les LGBT, etc., les personnes racisées, musulmanes, autochtones, etc.
D'ailleurs, ce que tu dis, Haroun, que tu accueilles, c'est si on prend quelles sont les personnes qui concrètement, là, au-delà de l'idée théorique de société d'accueil, qui fait le travail d'accueillir les nouveaux arrivants, c'est très souvent des personnes qui ont aussi immigré récemment. T'sais, on parle de réunification familiale, là, la personne qui va accueillir son cousin puis la faire dormir dans la chambre d'amis le temps que la personne se trouve en appart, etc., puis l'aider à se débrouiller dans les premiers mois au Québec, c'est souvent les personnes qui sont aussi immigrantes. Et d'ailleurs, on le voit dans des quartiers comme Côte-des-Neiges, où on habitait tous les deux. Tous les trois. Tous les trois. C'est ça, c'est souvent la vague d'immigration précédente qui fait le travail d'accueillir la suivante, ne serait-ce que la façon dont les cohortes se passent dans les centres communautaires. Il faut le souligner. Ce que je voulais dire, je voulais revenir à la question, ce qui me semble être un peu un faux dilemme, mais quand même, la dichotomie qui a été dite entre soutenir l'inclusion, donc en déconstruisant, disons, la suprématie blanche d'un côté, et de l'autre côté, la fierté. Akos l'a bien dit. Au Québec, la dynamique est différente qu'en France parce que les Canadiens français sont minoritaires à l'intérieur du Canada. Là où c'est semblable qu'en France et partout ailleurs d'ailleurs, c'est qu'au nom du besoin de créer de la fierté, on fait du découpage sélectif dans notre histoire. Et au nom du besoin de créer de la fierté, la colonisation, ça devient une note de bas de page. L'esclavage au Québec, j'en ai jamais entendu parler dans le système scolaire. La question de la réconciliation, le premier ministre a dit qu'il allait faire des démarches pour qu'on parle plus de la réalité des peuples autochtones dans nos écoles et de la réalité des pensionnats et de la colonisation au Québec. C'est pas encore fait. Donc, c'est comme si on met en porte-à-faux la question de créer un sentiment de fierté, d'appartenance au Québec, et la question de raconter la véritable histoire du Québec dans ses parties jolies et moins jolies. Alors que pour moi, c'est très possible de créer de la fierté à partir de ça, du moment qu'on raconte l'histoire de résistance et l'histoire du combat, du chemin vers l'égalité, qui s'est fait à travers ces différents chapitres de cette histoire-là et qui sont encore à écrire dans le futur. Donc, au nom de la fierté, on cache nos réalités, on cache notre histoire, et ça, pour moi, c'est inacceptable. Et je pense que c'est souvent une des façons dont ces choses-là sont comprises. Quand on dit qu'il faudrait parler de telle partie ou telle partie de notre histoire qui nous fait moins plaisir, on dit que c'est de l'autoflagellation, je ne sais trop encore. T'sais. Donc, il y a ça qu'il faut identifier. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que cette question-là de l'importance de la fierté, elle est importante pour tout le monde. Elle est donc aussi importante pour les personnes racisées ou les personnes qui ne font pas partie du groupe majoritaire. Donc, quand on fait en sorte que la culture d'origine ou la langue patrimoniale, etc., est dévalorisée dans le système scolaire, ça a des incidences très graves. Par exemple, l'UNESCO, c'est accepté maintenant, je pense, de façon assez universelle, que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à lire et à écrire dans une langue autre quand on a d'abord appris à lire et à écrire dans sa langue maternelle. Donc, tous les tabous sur la langue maternelle, empêcher les enfants d'apprendre sa langue maternelle, de parler sa langue maternelle, dans les écoles, crée des problèmes de difficulté d'apprentissage de la langue seconde. Puis ça, on vient juste d'empêcher, donc au Québec, là, ça fait seulement quelques années que dans nos commissions scolaires, on a arrêté d'interdire aux enfants de parler leur langue maternelle dans nos écoles. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important. Donc, pour créer une appartenance à la société québécoise, il faut que ce soit une appartenance qu'on additionne à toutes nos autres appartenances et non pas quelque chose qu'on pose comme un remplacement à notre appartenance. C'est là où on arrive à des blocages. Et quand il y a des dynamiques de pouvoir malsaines, quand on en arrive à penser, parce que depuis 2001, que l'islamophobie pourrait être perçue comme un des aspects de la culture publique québécoise, ça fait du mal à la capacité de certaines personnes qui ont peut-être un peu plus jeunes que moi à s'identifier à la culture québécoise. Donc, plus est-ce qu'on reconnaît la diversité de notre histoire, plus qu'on a une identité québécoise, un récit de l'identité québécoise qui est inclusif, plus ça va être facile de se sentir noir et québécois, haïtien et québécois, musulman et québécois. Donc, pour moi, la question est très importante. Merci de l'avoir posée.
Mais en même temps, je pense que la façon dont ils posent comme des buts qui s'opposent est problématique. Puis j'aimerais qu'on passe outre ça pour pouvoir avancer. Comme moi, je parle d'une culture commune, mais apprendre l'histoire du Québec, ça veut dire apprendre l'histoire du Québec dans toute sa diversité, une histoire aussi qui évolue avec les connaissances historiques qu'on a. Moi, je fais confiance aux historiens de pondre des bons programmes et de faire une bonne formation des maîtres. Je ne pense pas que ça s'exclut. Là, moi, si on veut parler de l'esclavage dans l'histoire du Québec, des Amérindiens, puis des Noirs, je pense que, évidemment... D'ailleurs, je pense que c'est dans je pense que c'est dans les manuels pas mal. Là, en ce moment, là, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de manuels scolaires qui ne parlent pas de cette question-là. Pour vrai, là, s'il y a des profs d'histoire ici que vous me disiez que ça n'existe pas dans les manuels, ça n'existe pas? Ben oui, ça existe. Oui, c'est ça. Et il y a 20 ans, c'est un discours qu'on entendait, mais l'évolution des programmes, justement, a enrichi ces programmes-là. L'autre question, là, par exemple, parce que là, on est dans le concret. Faut-il ou pas permettre aux enfants immigrants de parler leur langue dans la cour d'école d'une école? Je pense que moins. Plus il faut qu'ils parlent une langue commune. Ça crée de l'exclusion quand les petits latinos ils se parlent en latin. et les haïtiens se parlent en créole. Et je pense que ça crée des exclusions. Puis dans les écoles où moi j'étais, quand j'étais commissaire scolaire, là, c'est créé un problème. La Côte-des-Neiges, là, les Philippins, là, c'était compliqué. Là. Les petits Philippins, ils se parlaient entre eux en philippin. Ça crée des gangs, ça crée des exclusions, ça prend une langue commune. Puis moi, je pense que c'est en pratiquant le français dans la cour d'école, et c'est le seul endroit où ils peuvent le faire souvent, parce qu'à la maison, ça se passe dans leur langue d'origine, ça contribue à leur réussite. Je pense que oui. Puis, donc, si on a un exemple concret où c'est bien cela, puis au secondaire, c'est compliqué parce que c'est des ados, puis on ne peut pas faire la police non plus, puis tous les intervenants que vous êtes, vous savez ça. Mais de façon générale, je pense que c'est une normalité. On a une autre question ici. Monsieur, vous vouliez poser une question, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. Bonjour, Réginald. Salut, Akosh. Je t'avais vu. Et moi aussi, Akosh. Je t'ai vu. Merci beaucoup de ces débats hyper intéressants et qui nous montrent à quel point, même entre nous, il y a encore beaucoup de travail de rapprochement à faire. Je vous pose une problématique. On aimerait que l'école soit un lieu où les enfants puissent être éduqués à lutter contre la discrimination. Mais l'école est elle-même un lieu de discrimination, entre autres systémique, comme la Commission des droits de la personne l'a démontré abondamment. Il y a un nœud là. Et l'école, habituellement, malheureusement, n'est pas le lieu des idées qui vont à contresens des idées reçues. Et je vous invite vraiment à... Je dis ça, et certains d'entre vous connaissent mon rôle. Je travaille activement auprès du personnel scolaire pour faire de l'éducation interculturelle, lutte à la radicalisation. Mais il y a malheureusement des résistances qui sont intrinsèques au système à l'intérieur de l'école. Donc, je vous pose la question, comment est-ce que vos organismes peuvent travailler en dehors de l'école pour que cette lutte, pour cette éducation au droit se fasse en dehors d'un des lieux de discrimination en tant que tel? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse rejoindre les élèves sans nécessairement avoir à passer par le système? Moi, je peux dire ce qu'on fait et les limites de ce qu'on fait, parce qu'il y a une tonne de limites. Bon. Personnellement, j'ai eu la chance de donner pratiquement une conférence par semaine à travers tout le Québec dans un certain nombre d'institutions d'enseignement
que ce soit des écoles secondaires, des cégeps ou des universités. Je ne sais pas combien j'en ai donné, mais j'en ai donné vraiment beaucoup sur les questions d'islamophobie. On organise des conférences publiques, etc. Ayant dit ça, je pense que si on ne peut pas compter sur l'école pour créer des citoyens à la grandeur du Québec, hein, c'est quand même 8 millions de personnes, ben on est vraiment dans une situation très très difficile. Donc là, ce qu'on fait en plus de ça, dans les questions d'éducation populaire, etc., c'est de réussir à faire en sorte que les institutions elles-mêmes mettent en place une politique de réforme dans la lutte contre le racisme systémique. Parce que oui, c'est vrai, l'école porte en elle, dans un certain nombre de configurations, un visage du racisme systémique. Oui, c'est vrai, la police porte en elle un visage du racisme. Le système de santé, le système d'accès au logement, le système, etc. Et donc, si on veut s'attaquer au racisme systémique, non seulement il faut compter sur l'école, mais il faut compter sur toutes les institutions. Dans ce cadre-là, Émilie en parlera sûrement plus que moi après, nous avons initié une demande de commission sur le racisme systémique pour essayer de comprendre comment, d'une manière holistique, d'abord, il est où le problème, il touche qui, il touche comment, etc. Comprendre le problème systémique en tant qu'tel pour pouvoir le déconstruire et apporter des réformes qui doivent être holistiques. On est très ambitieux, mais je pense que pour des questions d'égalité, on n'a pas le droit de ne pas être ambitieux. On doit absolument être radicaux. C'est-à-dire que si demain, aujourd'hui, quelqu'un qui a un nom maghrébin va être à peu près 2 fois plus au chômage qu'un nom canadien-français, si mon objectif, c'est qu'il soit juste 1,1 plus au chômage, il est raté, mon objectif. Mon objectif, c'est que ça ne soit pas une question qui puisse différencier les gens, le nom de famille, sur la base de est-ce que j'envoie un CV avec un nom canadien-français, un nom arabe ou subsaharien, etc. Et donc, cette demande-là, et c'est très important de la comprendre, c'est qu'on ne la fait pas en tant que racisé seulement. Notre première sortie est sortie avec, donc, une diversité parmi les personnes racisées, donc des personnes arabes, des personnes noires, d'ailleurs de plusieurs origines différentes, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, des personnes autochtones, mais aussi des personnalités qui font partie des privilégiés canadiens-français, que ce soit Bouchard et Taylor, que ce soit plusieurs universitaires, que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois ou Léo Blouin, des fédéralistes, des souverainistes, etc., pour montrer que ce n'est que tous ensemble qu'on va réussir à imposer ces changements de structure. Hein, c'est très important. Alors, cette idée-là fait son chemin. Je pense qu'on a le devoir de réussir et le devoir de compter, encore une fois, sur l'école, parce que malheureusement, on n'a pas les instruments que l'État a. Et si nous, on fait le travail extraordinaire d'éducation populaire, et plutôt que d'avoir 300 personnes dans une salle, on en va avoir 2000, ben, reste que l'école touche des millions de personnes. Et si elle perpétue le racisme systémique, notre travail, il ne sert pas à grand-chose. L'État se coupe de ses moyens aussi. Hein. Tu parlais de... C'est aussi la réalité. Le travail que tu fais, là, qui est mon Dieu, important et nécessaire, tu es bien seul à le faire. Hein? Donc, je veux dire, en termes de ressources à la Commission scolaire de Montréal, nous sommes dans un contexte où les écoles ont de moins en moins d'argent. Les institutions publiques aussi. Le milieu communautaire, tu parles de l'extérieur de l'école. Je crois beaucoup, moi, au rôle du milieu communautaire. Ça crie famine dans les quartiers partout là, au Québec. Il n'y a plus d'argent. Et on parle beaucoup de l'immigration, puis on vend ça, c'est une richesse. Fait que les gens, ils ont des signes de dollars en tête, là. Mais dans les faits, ça coûte de l'argent que de recevoir du monde et bien les accueillir. Et si on veut les respecter, il faut mettre les services là. On ne peut pas d'un côté couper les services pour accueillir du monde qui va avoir besoin de services. Et l'État doit être valorisé, on doit réinvestir dans l'éducation, on doit mettre de l'argent pour l'intégration des immigrants et faire en sorte que tu sois mieux soutenu, puis Dieu sait qu'il y a des besoins.
Pour ajouter, je dirais, c'est des débats qu'on a beaucoup dans certaines communautés militantes, puis d'ailleurs sur notre demande de commission sur le racisme systémique. C'est d'un côté, est-ce que vaut mieux se battre pour changer les institutions, ou de l'autre, bâtir nos affaires à côté, puis sur lesquelles on va avoir le contrôle et qui vont nous ressembler. Puis à ça, je dirais, il faut un peu des deux. Si quand les écoles font pas une bonne job de valoriser l'identité noire, il y a des organismes comme la Maison d'Haïti qui font ce travail-là. Et les jeunes, les familles peuvent aller là, se ressourcer, etc. Et c'est important d'avoir des organismes comme ça pour pouvoir au moins se recueillir quand le vent politique change. Et que, pour avoir au moins une base sur laquelle on a le contrôle. Ceci dit, c'est important de faire le combat aussi au niveau des institutions, justement parce que, en fait, on fait le travail en double. Si on met notre ressource pour bâtir des trucs à côté, on continue à payer des taxes puis à payer les institutions publiques qui sont censées encore être nos institutions. Si on décide que les médias québécois ne sont pas représentatifs puis qu'on veut construire nos propres médias, qui vont mieux parler de la diversité, c'est très bien, mais on continue à financer Radio-Canada, puis TVA, puis etc. pendant qu'on fait ça. Donc, on fait en double, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut, d'un côté, oui, avoir cette stratégie-là, mais je pense que c'est important de militer aussi pour changer les institutions. Ne serait-ce parce qu'on est citoyen, ça nous appartient, c'est à nous, et c'est donc à nous de les rendre à l'image des valeurs québécoises, finalement. Et pour ça, c'est pas tant nécessairement l'éducation des jeunes, oui, c'est important, mais l'éducation des enseignants, l'éducation des directeurs d'école. Et c'est quand il y a des activités de formation professionnelle, finalement, des directeurs, du personnel enseignant, à la Commission scolaire de Montréal, à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois, quand les commissions scolaires se dotent de leur mini think tank qui réfléchissent à ces enjeux-là, s'assurent que leurs pratiques éducatives vont être à la fine pointe de la recherche, mais on fait du progrès aussi à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est une question d'éducation, de changer le système d'éducation. Peut-être moins ce que les jeunes, ou rejoindre les jeunes, que rejoindre les gens qui enseignent aux jeunes. On a M. Castel qui est là, qui veut poser une question. Et puis Mme Poirier, peut-être. C'est vous? Je ne vous vois pas très bien. Là. Je ne suis pas Mme Poirier, moi je suis étudiante. C'est qui cette personne? Il y a 3 personnes ici qui attendent. Ouais, qui êtes-vous? Oui, je suis étudiante à la faculté. D'accord, excusez-moi, je vous avais confondu avec quelqu'un d'autre. Allez-y, vous êtes là depuis un moment. On va écouter votre question. Puis après, on aura Frédéric. Et puis après, on arrêtera parce qu'on a dépassé l'heure. Excellent. Ma question va être très simple et s'adresse à vous toutes et vous tous. On a parlé de biais implicites. Alors, ma question est très simple. Comment contrer des biais qui sont implicites si les chercheurs en sciences cognitives sont très pessimistes et disent qu'on ne peut pas contrer ces biais-là, du moins pas simplement en apprenant cette information-là. Il faut que ce soit un entraînement d'une vie. Et Daniel Kahneman même va encore plus négatif en disant que de façon individuelle, ça ne sert même à rien. C'est de façon institutionnelle qu'on doit régler ces biais. Donc, moi, en tant que simple enseignante, comment je fais pour contrer les biais quand je les vois autour de moi ou quand je les ressens, mais je ne les ressens pas puisqu'ils sont implicites? Alors, la question, c'est comment contrer les biais implicites, peut-être, Émilie, au point de départ? Brièvement, parce que... Oui, très brièvement. Comme vous le dites, il faut d'abord accepter que ça ne se fera pas complètement de la force d'un individu. Puis souvent, quand les gens pensent qu'ils peuvent du jour au lendemain devenir pas racistes, le simple fait de savoir ça les décourage de faire quoi que ce soit. Donc, je pense que comprendre les biais implicites, c'est aussi accepter que, justement, il y a des petits chemins qu'on fait à l'échelle de l'individu, mais c'est collectivement, qu'est-ce qui crée ces biais implicites-là? C'est-à-dire les représentations dont on est bombardé, qui associent certains visages à certains thèmes et qu'on est bombardé depuis notre enfance. Mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc ça va se faire à l'extérieur de l'école de façon beaucoup plus large. De la même façon, comme je revenais avec mon parallèle de base, si on veut éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, oui, on peut faire des choses à l'intérieur de l'école, mais c'est aussi à chaque fois qu'on est bombardé de publicités, d'images, etc., sexistes, on défait un peu le travail qu'on fait à l'école. Donc, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut regarder ensemble. C'est pour ça qu'on chacun on a différents rôles, disons, sur le grand échiquier de la vie. Certains le font à l'intérieur de l'école, certains le font à l'extérieur, certains le font à l'intérieur de l'Assemblée nationale, etc. Et tous ces gens-là doivent travailler ensemble pour démanteler chacun leur petite partie du système. Un petit mot là-dessus, Arun?
Rapido. En 2 secondes, je dirais que le plus important, c'est de connaître les conséquences de ça et donc d'essayer de contrer les conséquences. Je comprends que les choses qui sont inconscientes sont inconscientes. Moi, je vous donnerai un exemple. Par exemple, donc depuis 2012, on organise énormément de conférences. On a dû en organiser, je ne sais pas, au moins 20, probablement 30. Et il y a évidemment un certain nombre de féministes à l'intérieur de notre association. Et la première fois, peut-être le 2e, 3e événement, où il n'y a que 2 gars sur le panel, parce que c'était 2 spécialistes, bah, tu te le fais dire en titil, et puis tu dis, là, ça ne marche pas. Bon. Alors, les gars étaient peut-être super compétents à faire ça, mais l'éducation qui nous a été faite par des amis féministes qui ont tapé du pied ou du poing sur la table en disant non, non, fait en sorte qu'on a 100% de chance, quand on organise une conférence avec plus qu'un panéliste, de trouver une femme extraordinairement brillante, pas parce qu'on la favorise parce qu'elle est femme, là, juste parce qu'elle est très très brillante et qu'on a fait l'effort de se dire ok, ben, on vit dans une société où les hommes parlent plus fort, où ils prennent plus de place, où c'est plus compliqué, etc., qu'on construit cette image de l'homme, etc., qui fait en sorte qu'on a beaucoup trop d'hommes qui prennent la parole, qui sont plus visibles, etc. Et donc il y a des gens qui vont passer inaperçus, imaginons. Donc ça fait que faut faire un effort pour contrer les conséquences et non pas. Et là, je pense qu'il y a encore un travail d'éducation qui n'est pas dans est-ce que j'ai été discriminatoire tout de suite. C'est ok, comment j'ai peut-être été discriminatoire à un moment, mais concrètement là, j'ai un truc où on devrait être, on devrait avoir de la diversité, on devrait avoir une personne racisée, on devrait avoir. C'est sûr qu'il y a des gens brillants qui devraient pouvoir prendre la parole. Et ça marche. En tout cas, ça marchait pour notre asso. Excusez-moi, je veux juste laisser une dernière question. Mais j'avais promis à Frédéric. Maryse était là avant Non, moi. mais Je vais parce qu'il y a souci quelqu'un d'équité. qui attend ici depuis longtemps. Moi, je la poserai pas. Je vais laisser ma place. Excusez-moi, monsieur, comme vous n'étiez pas à côté Si du quelqu'un micro, doit céder sa place, c'est la mienne, parce que Maryse était là, elle a fait le Moi, pied je de vais céder grue. ma place, Bonne puis idée. je vais juste vous remercier à la fin. Là, Mais parce Maryse, que- on va prendre les questions en rafale. Il y a Frédéric, il y a quelqu'un d'autre. Alors, on a 3 questions, 3 ultimes questions, et puis après, on aura un dernier petit tour de table. Est-ce que... Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Dites-moi, est-ce que ce serait... l'idée ne serait-elle pas, en fait, de remettre à plat tout le système scolaire, de faire un 2e rapport par an en quelque sorte, parce que en fait moi si je regarde, parce que j'ai un peu fouillé et je me suis intéressé un petit peu à la question au fonctionnement d'autres systèmes scolaires dans le monde en particulier, c'est-à-dire en France et en Afrique du Nord, et puis en fait c'est-à-dire quand on regarde ces systèmes-là. Et Laïbek Haroun, parce que tu as eu la chance, à mon avis en tout cas, d'être dans ce genre de système. C'est-à-dire que en France et ailleurs, en Tunisie, en Égypte, c'est-à-dire les gens sortent de l'école et ils ne sont pas cons, ils connaissent leur histoire, ils connaissent leur géographie par cœur. Ils peuvent te nommer combien il y a de gouverneurs en Tunisie ou de provinces. Enfin, une culture générale très vaste et solide et pas trop... voilà. Tandis que ici, et moi j'ai été dans ce système et je n'ai pas appris grand-chose, et tu sors de l'école et tu connais strictement ou pratiquement ou rien, enfin à mon avis. Voilà. Voilà. Donc, Ça, c'est le coup de massue final. On va y revenir, on ne l'oublie pas. On prend les 2 autres questions en rafale. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une autre commission par an pour que le système québécois soit plus performant? Frédéric. Bon, je vous remercie pour votre débat et pour votre sérénité qui devrait être un modèle, parce que j'ai participé moi-même cette semaine à un débat sur les lieux de culte dans une émission de télé. Ça chauffe infiniment plus. C'est des solutions, c'est du type, il faudrait les fermer toutes. Et bon, et on a éveillé par l'immigration. Ceci m'amène, donc, dans toutes vos nuances, je trouve que vous complétez, c'est extrêmement intéressant de vous entendre. Quand on parle d'inclusion, je voudrais juste amener cette sensibilité. Il faudrait dire on inclut qui?
Parce que sans s'en rendre compte, on confond des catégories et ce n'est pas des détails. On confond les immigrants, on confond les gens qui sont issus de l'immigration, c'est pas la même chose. La fille de Haroun est issue de l'immigration. On confond les minorités religieuses et on confond les minorités, disons, visibles. Et on peut être noir et descendant des gens qui travaillent dans le train depuis un siècle et ce n'est pas les mêmes catégories. Les Juifs aujourd'hui, les 2/3 sont nés ici. Et ce n'est pas des minces détails, ça. Je comprends que dans le débat qu'on avait aujourd'hui, c'était suffisant, mais je crois qu'à l'avenir, pour continuer ce débat-là, il faudrait faire les distinctions qui s'imposent. Chez les jeunes qui ont entre 5 et 20 ans, dans mes derniers chiffres que j'ai calculés, tous les jeunes qui sont nés appartiennent à une minorité non chrétienne, donc hindous, sikhs, bouddhistes, juifs. Maintenant, nous sommes rendus au seuil où la majorité maintenant est née ici. Alors, il ne faut pas constamment ramener le mot immigration si, en même temps, il ne faut pas tomber dans le déni. Faisons attention à l'usage de ces mots. Donc, voilà. En ce qui concerne les écoles privées, il est vrai, ce que dit Haroun, c'est la masse des gens qui fréquentent les écoles confessionnelles sont catholiques. Le poids est là, ça a été démontré de façon évidente. Pour ce qui est des minorités ethno-religieuses qui fréquentent ces écoles, moi, ça me questionne. Hein. On peut poser des questions sur l'inclusion, mais mes idées ne sont pas arrêtées là-dessus. Mais il faudrait au moins, dans une discussion saine et sereine, voir les nombres. Alors, dans le cas des musulmans, nous savons qu'ils sont objet de discussion, mais 3,5 des musulmans vont à l'école confessionnelle. Ça se limite au primaire. Donc 3% de 300 000, c'est des petits nombres. En même temps, je pourrais dire que la moitié des Juifs envoient leurs enfants à l'école juive, mais ceux-ci n'étant même pas 1% de la population québécoise, ça vous montre que les chiffres sont petits. Et pour mettre les choses en perspective, ayons la sensibilité de comprendre que les Juifs et les Arméniens qui amènent leurs enfants à l'école ont été victimes, dans les deux cas, d'un drame massif des bulldozers, qui étaient les génocides dans les deux cas. Ils sont dans un état de survie que je pense qu'il faut comprendre. Alors ça, c'est des notions de mesure, de mots et de chiffres, je pense qu'il est important de mettre de l'avant. Je vais aboutir à ma question. Dans ce qu'a dit un petit peu Costa tantôt, et la connaissance qu'en a Haroun du programme ECR, je pense que dans ce débat-là, puis je pense que Georges Roux est la bonne personne pour répondre à ça, le débat sur ce programme-là est trop fait de gens qui en ont une idée, qui n'ont jamais lu le programme. Et s'imaginent que dans le programme, les dynamis dans la classe disent comment ils vivent leur religion. Si c'est ça, c'est une dérive. Il faut bien le comprendre que ce n'est pas le but du programme. S'il n'y avait pas le programme éthique et culture religieuse, de toute façon, l'enfant musulman de la classe, on va lui demander, j'ai des cas de ça, qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo? Le môme, il a 10 ans. Même s'il n'y avait pas le programme, ça viendrait probablement dans certaines classes. Alors, je pense, dans le programme éthique et culture religieuse, je pense, Georges Leroux, vous devriez peut-être réitérer que ce n'est pas le bout du programme que les dynamis parlent entre eux de comment ils vivent leur religion. Il ne faut pas que le prof influe la classe et dise ses positions, mais pas plus les enfants. Je pense qu'il y a une mise au point assez importante à faire sur ce programme-là. Merci en passant pour votre communication lumineuse. Une dernière question. Oh là là. Et après, vous, c'est fini. Ben moi, ça ne va pas être une question, non, bonsoir. Non, ce n'est pas un problème. Allez-y, Oui, allez-y. ça va être un petit commentaire. Prenez le rapide. temps qu'il faut. Ah, bon, d'accord. Vous êtes sûr? Ça risque d'être grave. Bon, on ne va pas vous rabrouer. D'accord. Moi, je suis intervenante dans tout ce qui est questions interculturelles et conférencière sur cette thématique-là, mais en même temps, j'ai fait un mandat de commissaire scolaire et il faut dire que bon, c'est mon engagement communautaire et scolaire qui m'a amené à siéger comme commissaire. Et c'est là que j'ai approfondi un peu ma connaissance du système. Ma remarque, et la première d'abord, c'est que déjà au niveau scolaire, l'éducation elle-même au Québec, il y a un problème. D'abord, il y a la réforme de la réforme, et on se cherche. Donc, il y a une recherche perpétuelle d'un programme qui répond aux besoins de la société en général. Le flux migratoire a apporté d'autres défis. Et ça fait que les questionnements se posent encore et les défis augmentent encore.
Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que quand on parle à l'école inclusive, mais la composante même de l'école, l'intérieur de l'école, le fonctionnement même, quand on voit une école qui est dans un secteur multiethnique et qu'on a une couleur précise qui est là, à la direction, personnel enseignant, personnel de soutien, l'intervenante, la TES, la conseillère d'orientation, tout le monde est presque choisi. C'est la compétence, ok, très bien, mais il y en a qui ont la même compétence, qui postulent pour les mêmes postes pour être là dans un secteur justement multiethnique qui n'arrive pas à accéder. Si on veut une école inclusive, il faut qu'elle soit l'image de sa population. Il faut qu'elle réponde justement, qu'il y ait des repères à l'interne, qu'il y ait des personnes à qui on s'identifie et qui créent ces liens de confiance pour que justement l'école réponde à sa mission qui est éduquer et socialiser. Et par rapport... On a coupé? Non. Bon. Juste pour un dernier mot pour SCR, j'ai eu la chance de participer à ce programme. À l'époque du ministre Fournier, c'était un peu à la préparation. Et en effet, comme a dit M. Castel, l'objectif n'est pas que tout le monde parle et écrit sur les toits sa confession, sa pratique religieuse. Absolument pas. L'objectif était justement de créer une société qui s'accepte, une société ouverte à la différence et où chacun trouve une richesse en s'inspirant de ses origines et en apportant cette richesse pour bâtir encore cette richesse locale et de cette société d'accueil qui n'est plus finalement une société d'accueil quand on est là 7, 10, 15, 12 ans. On n'est plus une société d'accueil. On est chez nous. L'autre constat que j'aimerais apporter, c'est par rapport aussi à ce qu'on appelle le fait religieux. Après le CR, il y avait la table de réflexion sur le fait religieux. Et j'ai aussi l'occasion de participer, de voir les débats. Ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau des idées, il n'y a que des bonnes choses. Quand on passe à la pratique, on voit autre chose. Et c'est ça la contradiction aussi qu'il faut, à un moment donné, étaler sur la scène publique et la débattre. Le vivre ensemble, c'est tout un débat, tout est positif quand on parle des politiques, de l'immigration, du vivre ensemble, de l'inclusion. On est très bien au Québec par rapport à une vision d'inclusion et de vivre ensemble. On passe sur le terrain, c'est autre chose. La dernière affaire, c'est que la réalité québécoise est différente quand même de l'Europe et différente un peu de pas mal d'autres pays. Donc pour comparer, c'est un peu délicat. Le passé aussi de certains pays d'Europe par rapport à une immigration précise est différent. Juste pour conclure, je dirais qu'on a ce qu'il faut pour avoir quand même une école où il y a vraiment une réelle inclusion. Mais quand on a un service interculturel qui lui-même fonctionne avec la diversité, mais il n'y a personne de diversité culturelle, comment peut-on arriver à concrétiser réellement l'inclusion? Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, une toute dernière. Alors, je vais faire très court, comme ça la camarade pourra aussi faire son intervention. Si vous faites comme ça, toute... Non, mais vraiment très court. Alors, c'est un bon truc. Je vais faire très court. Donc, je suis prof en France et je coordonne la mission lutte contre la discrimination dans une région académique. Et je voulais juste... merci d'ailleurs pour ce débat que je trouve vraiment très beau. Je voulais juste dire qu'il y a un rapport de pouvoir qui n'a pas été évoqué et qui me semble une piste pour contrer les biais implicites, c'est le rapport de pouvoir adulte-enfant, qui fait que si on écoute vraiment les enfants et qu'on prend en compte ce qu'ils ont à dire, à un moment donné, ils vont pouvoir dire au prof, là, vous n'avez puni que les garçons et c'est pas juste, vous n'avez pas de données pour le faire. Et le prof qui, dans le stress, n'avait pas vu, eh ben, verra à ce moment-là. Donc je pense que c'est intéressant de voir ce rapport-là. Et moi, je veux simplement dire, en fait, moi, je suis une fille du terrain. Je suis une enseignante. J'ai enseigné dans le quartier Saint-Michel, à l'école Joseph-François Perrault, une école publique. J'avais 338 élèves issus de facilement une vingtaine de nationalités différentes, immigrants, issus de l'immigration, tout ça confondu, là. Et c'est un des plus bels exemples que j'ai vu d'échanges interculturels. Donc, je pense qu'on peut être aussi positif, mais ces jeunes-là, présentement, ils ont 15 ans. Éventuellement, ils vont devenir des adultes, mais ils partageaient, ils échangeaient entre eux. C'était extraordinaire. C'était beaucoup plus beau que chez bien des adultes, en fait. Je pense qu'il faut juste se donner un petit peu de temps. Puis ces jeunes-là, ils vont vieillir, puis ils vont devenir les enseignants de nos écoles. Parce que je sentais un peu un ton négatif ce soir, pessimiste un petit peu. Puis moi, j'en ai vu du beau dans les écoles.
Alors, merci beaucoup pour ce message d'espoir. On va peut-être se donner un petit moment récapitulatif ou de dernière intervention. Peut-être Haroun d'abord, Émilie ensuite et Akos pour finir. Tu es d'accord? Évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de ramasser le... Donc, par rapport, effectivement, moi, j'ai étudié en Tunisie. Le système scolaire est très mauvais et je pense qu'il est de pire en pire. Je peux vous assurer que je pense que le système québécois est vraiment meilleur. Et en disant, on a parlé des questions de langue, que ça se passe très bien. Moi, ma fille, elle va à l'école à Côte-des-Neiges, dans l'école de quartier publique. Et personnellement, dans les statistiques, je ne compte pas comme francophone. Hein, donc, je fais partie des allophones. Super, les statistiques. Et les enfants, il y en a beaucoup qui parlent... Moi, je parle arabe à ma fille. Il y a d'autres enfants qui parlent mandarin à leurs enfants, etc. Il y a tout un mélange. Et même peut-être que ma fille, j'espère un jour, elle parlera arabe à sa copine algérienne. Ça n'arrive pas malheureusement. Mais entre eux, je veux dire, ils ne vont pas se parler mandarin et l'autre va parler arabe. Hein, bon, on s'entend. Donc la réalité, c'est que ça reste que la langue commune, heureusement, reste le français. Ils n'ont pas le choix pour se comprendre. Ayant dit ça, on a un vrai problème. Moi, je suis un fervent défenseur de la loi 101. On a un vrai problème, c'est que les gens, après 8 ans, 10 ans d'école, sortent et ne savent pas écrire et lire, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas. C'est absolument catastrophique. On peut toujours essayer de faire porter le problème sur les immigrants dont je fais partie. On a un problème de fond qui est catastrophique, c'est que l'école ne forme pas des gens qui savent lire et écrire. En tout cas, il y en a une partie qui n'est pas capable. Bon. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On ne peut pas en vouloir aux immigrants qui mettent leurs enfants à l'école, qu'au bout de... Quelle que soit la langue qu'on parle à la maison... Moi, je ne sais pas, on envoie des gens 3 mois aux États-Unis, ils reviennent, ils sont anglophones. Et nous, après 10 ans d'école, on n'est pas capable d'avoir des gens, quelle que soit la langue qu'ils parlent dans la cour, ailleurs, etc., qui parlent français. Je pense que ça, c'est encore un autre problème qu'on n'a pas abordé. Les questions de pouvoir, il y a aussi les questions de classe qui sont très importantes, qu'on n'a pas abordées ce soir, qui viennent dans les questions, évidemment, dont on a parlé un peu, c'est les questions d'intersectionnalité, ou entre être femme et migrante, être pauvre et autochtone, etc., on arrive à un autre degré de complexité. Maintenant, par rapport à notre système, il est évidemment, nous, on est plutôt négatif parce qu'on veut une égalité. Bon, moi, je ne peux pas être à l'aise en tant que militant contre le racisme à me dire ah, super, bon, aujourd'hui, par exemple, dans ma journée au complet, elle s'est super bien passée. Je n'ai pas souffert d'un seul truc de discrimination. Les gens que j'ai rencontrés dans la manifestation à côté, c'est que des gens sympas. Super. Mais non, moi, je suis plutôt comme les féministes que j'ai rencontrés là-bas qui sont tout le temps fâchés parce que c'est tout le temps pas cool d'être tout le temps inférieur aux hommes. Et je pense qu'on a un devoir, et puis un certain nombre le prennent peut-être plus à cœur que d'autres, de ne pas laisser passer ces questions-là. Et je vais conclure sur la complexité de ce que c'est que ces affaires-là. Tu as parlé, et là on va revenir à la question de l'inclusion. Les Juifs, quand ils sont arrivés ici, historiquement, n'ont pas été acceptés dans l'école catholique parce qu'ils étaient juifs et donc se sont retrouvés chez les protestants. Et c'est une des raisons pourquoi on a beaucoup de diversité dans les écoles protestantes. Bon. Et d'ailleurs, beaucoup de juifs, parce qu'ils sont arrivés du Maroc et qui voulaient garder leur langue française, qui se retrouvaient chez les protestants anglais, ont été obligés de créer leurs écoles juives. Donc il y a une complexité dont on ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas aujourd'hui considérer que c'est un risque, etc. Il faut prendre en compte ça. Et la France, je vous donnerai l'inverse. La France, par exemple, on ose mettre à la porte une fille de l'école républicaine parce qu'elle décide de porter un foulard. Bon, vu de mes œillères à moi, là, c'est raciste. Il n'y a pas de détails, on peut toujours philosopher sur la laïcité. Si la laïcité, ça met à la porte des gens parce qu'ils mettent une kippa ou un truc, c'est islamophobe et antisémite. Et pour moi, bon. Par contre, ces enfants-là sont capables d'aller à l'école catholique privée française aujourd'hui, qui est subventionnée par l'État aussi, pour pouvoir continuer à étudier avec leur foulard. Donc, on fait le tour. Tout ça pour dire que c'est des questions très complexes, que je pense que la situation, évidemment, est pas dramatique, mais elle exige de nous tous, au niveau de l'institution, au niveau des militants, au niveau des professeurs, au niveau des élèves, de prendre notre responsabilité à cœur pour lutter en continu tout le temps contre les questions d'inégalité. Merci beaucoup, Haroun.
Émilie, un petit mot pour conclure. Bien, moi, je veux juste remercier les personnes qui ont pris la parole et dans leurs interventions qui ont ajouté à notre compréhension globale des enjeux de la discussion ici dans la salle. C'était très riche. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire qui dit qu'il y a plus de complexité, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est un immigrant, il y a des gens comme TG, comme dit, qui sont ici depuis le 19e siècle, etc. C'est très important de nommer, puis en fait, ça fait partie des choses que l'on porte. Un des problèmes qu'on a ici au Québec, c'est qu'on est toujours dans le nous et dans l'autre, et on ne finit plus d'être l'autre, peu importe ça fait combien d'années, peu importe ça fait combien de générations. Et ça, je pense qu'il y a une autre discussion qui doit avoir sur ça en particulier, et de comprendre que cette épidémie du « tu viens d'où », du moment qu'on ne s'appelle pas Tremblay, elle vient de quelque part, elle a été faite non pas par... ça n'arrive pas par accident, mais ça a été fait par design dans nos politiques historiquement, de s'assurer de précariser ou d'effacer les traces des personnes non canadiennes-françaises et non canadiennes-anglaises non plus qui ont été ici depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est une des tensions latentes qu'on a dans ce discours-là, c'est que la personne qui n'est pas d'origine canadienne-française est toujours en train de s'intégrer, en train de devenir québécoise, en train d'être questionnée sur ses appartenances. Et juste dans cette inégalité-là du questionnement, il y a une partie du racisme systémique qu'on dénonce. Donc, je vais juste ramener cet élément-là et ramener l'élément qui a été apporté. Merci pour la question sur faudrait-tu juste comme tout mettre à terre puis faire une nouvelle commission par an. Je pense qu'il y a eu un élément de réponse dans l'un des autres commentaires sur le fait qu'au Québec, on est déjà constamment en réflexion, à n'en plus finir de réfléchir. Et à cause de ça, même s'il devrait y avoir une réflexion plus profonde qui devrait avoir lieu, il y a comme déjà une lassitude à cause qu'on n'en finit plus de réformes. Mais peut-être dans nos réformes, on a réfléchi finalement à changer des éléments plutôt que de repenser l'ensemble. Puis comme on le fait dans d'autres pays à travers le monde, qu'on véritablement changer même l'apparence d'une salle de classe qui finalement est un peu la même chose depuis l'école obligatoire au 19e siècle. Je parle en contexte français plus tard au Québec. Donc, il y a une réflexion à avoir en amont à ce niveau-là qu'on n'a pas eu le temps de faire ce soir. Je vais juste prendre le temps de le dire sur à quoi ressemble une salle de classe, comment est-ce qu'on accommode les enfants qui ont différents modes d'apprentissage. Puis, je veux dire que cette réflexion-là n'est pas indépendante de la discussion qu'on a eue sur l'inclusion et sur la diversité culturelle, parce que ces différents modes d'apprentissage-là aussi, quand on regarde les différents exemples dans le monde traditionnellement, pas les exemples coloniaux qui finalement reviennent au même modèle français ou britannique, mais la façon dont l'école se faisait traditionnellement à travers le monde, bien là, on va arriver avec cette diversité-là qu'on a effacée et qu'on pourrait récupérer. Donc, ce n'est pas nécessairement de faire une nouvelle pédagogie, mais aussi de réactualiser des pédagogies qui sont très anciennes. Et j'ai terminé en disant que dans le contexte québécois, l'une des façons dont ça commence à se faire, un peu partout d'ailleurs au Canada anglais, c'est la façon dont les élèves autochtones commencent à décoloniser leur classe et à revenir vers des modes d'apprentissage ou des façons de faire la classe qui réintègrent la façon dont on le faisait avant les pensionnats. Donc, aller vraiment dans leur environnement, apprendre. Et donc, cette façon-là de concevoir notre école autrement, c'est pas juste la fine pointe de la technologie scandinave, aussi que des choses qui peuvent être profondément dans notre territoire et dans notre histoire et qu'on aurait avantage à réactualiser. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Alors, Akos, le dernier mot te revient. Il me reste 30 secondes. Non, tu prends le temps que tu veux. Non, pas tout à fait, mais quand même. Je vais partir de deux commentaires. Le commentaire de l'enseignante qui parlait du modèle. Il faut être un modèle. Et l'autre personne qui parlait de l'importance d'être représentatif, qu'on se reconnaisse, que l'élève, l'enfant se reconnaisse dans son enseignant, dans les intervenants de l'école. Je pense que ce qui serait une éducation inclusive, ce serait que ça puisse se faire sans voir la couleur de l'autre.
qu'un enseignant qui a des origines canadiennes-françaises puis qui vient de Chicoutimi puisse être un modèle pour un enfant immigrant ou issu de l'immigration ou troisième génération ou appelons-le comme on le veut, mais on parle quand même de ceux qui ont des questionnements et des défis d'intégration. S'il n'y en avait pas, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, ça existe. Vous êtes là, vous avez des... Et donc, moi, mon souhait, c'est que l'éducation interculturelle, dans les facultés d'éducation, puis dans les écoles, ça se fasse pour que les enseignants et les intervenants deviennent de modèles, peu importe la couleur de leur peau, de leur provenance ethnique et sociale, et qu'à l'inverse, ils voient les enfants qui sont devant eux dans le même et de la façon égalitaire, de la même façon, peu importe la provenance de ces jeunes-là, de leurs origines ethniques et sociales. Je pense que c'est ça l'essence de l'éducation inclusive. C'est ça, mettre fin au nous, puis le eux, puis eux, ils sont privilégiés, puis eux, ils ont ça, puis ils ont ça, puis nous, on avait ça, puis je pense que l'école, c'est le lieu où on crée cette égalité-là, et il faut y croire. Et moi, je vous le dis, pour finir sur un note personnelle, je pense que c'est possible. Moi, j'ai énormément de connaissances, de gens autour de moi, d'amis, qui sont issus de toutes sortes de pays, de toutes sortes d'origines, tout ce que vous voulez, et qui, aujourd'hui, se sentent ici, chez eux, qui sont bien, qui ont des difficultés qui ressemblent aux difficultés des gens qui sont ici depuis 400 ans, qui ont des défis, qui ont des rêves, qui ont des problèmes, mais qui, ici, sont chez eux. Alors, ça existe, c'est possible, et je pense que l'école est un moteur pour ça. L'école a déjà réussi ça, mais probablement il faut aller plus loin parce que les défis changent, évoluent, augmentent avec le temps, à cause parce que c'est naturel, puis la vie change avec les années, et on ne sait pas à quoi vont ressembler les écoles dans 10, 15, 20 ans. On ne sait pas quels seront nos débats. Il faut préparer les gens à ça aussi, que les situations changent, puis que les profs qui sont là aujourd'hui, ils ont été formés il y a 20 ans, puis ceux qu'on forme aujourd'hui, mais ils vont être là dans 20 ans. Alors, la base de ça, c'est l'inclusion. La base de l'inclusion, c'est de voir les gens comme nos égaux. Merci.